Deuxième partie de cette émission Quantique Planète avec Bertrand Leroy, notre invité aujourd'hui pour son livre La porte mystérieuse du mont Saint-Michel, le sentier de Daath. C'est aux éditions Pascal Galaudet. Galaudet, Galode. Et nous en étions à l'arbre de vie avec le pilier central, cette voie du milieu avec ces 4 étapes à franchir. On mentionnait les séphiros, donc l'arbre de vie qui est vraiment la carte qui nous explique ce que nous serons amenés à traverser, à connaître de nous à travers donc, ces 4 journées de marche. Alors il y a plein de mots qui sont là aussi pour expliquer ce que nous sommes amenés à traverser, Bertrand. Et ce qui est intéressant dans justement ton livre, c'est le foisonnement de mots différents pour expliquer la même chose. Autant ça peut être pour certains déconcertant, parce que c'est très riche au niveau informationnel. Mais en même temps, ça permet, il y a certains mots, certains langages qui parlent à certains et pas à d'autres. Ouais. Donc autant de mots différents pour peut-être appuyer sur le bon bouton et avoir un déclic des fois. Donc on parlait de la tradition primordiale, et tu nous dis, page 32, le souffle de Keter et sa descente dans la matière Malkout. Donc la matière Malkout qui est notre terre, le monde matériel. Et donc on traverse ces 3 éléments que sont, pour s'incarner, le mental, le cœur et les émotions. C'est aussi interpellant. On a mentionné ces 4 jours de marche qui sont associés à 4 passages. Le première journée donc philosophique, deuxième magique, troisième gnostique et quatrième mystique. Tu fais référence à l'anabase chez les Grecs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les Grecs considéraient, déjà peut-être, oui, effectivement, mentionner ce qu'est l'anabase? Donc oui, l'anabase, c'est un terme grec qui signifie donc l'élévation de l'esprit de la terre jusqu'au ciel, donc en lien avec ce chemin du paradis, qui sur la verticalité suit ce processus. Donc l'anabase fait opposition à la catabase, qui est elle plutôt la descente aux enfers, justement la descente. Comment j'ai ramené ça? Parce que ces quatre sentiers. Donc philosophique, magique, gnostique, mystique, c'est pas de moi. Je me suis inspiré de ce que je mets à la fin du bouquin aussi. C'est une longue tradition de kabbalistique, d'hermétisme, qui sont. Et c'est Valentin Thomberg qui a écrit un livre qui m'avait beaucoup interpellé, qui m'avait vraiment plu. C'est Méditation sur les 22 arcanes du tarot. Sur les 22 arcanes majeures du tarot. Donc c'est un ouvrage qui est un gros pavé, qui n'est pas forcément facile au premier abord, mais en fait, une fois qu'on est rentré dedans, moi je me suis vraiment senti bien. Et donc oui, il parle de l'incarnation un petit peu de l'esprit, l'esprit avec un E majuscule, je ne parle pas de l'esprit, le mind en anglais, le mental. Donc Dieu, certains appellent ça Dieu, qui dans sa plongée vers la matière va se densifier, va se cristalliser quelque part. Et c'est vrai que donc on va les reprendre à l'envers plutôt que de monter, on va redescendre là. Donc au début on part du mystique. Mystique c'est quoi? Le contact mystique. On parle d'ailleurs de contact mystique. Le contact, c'est un point. C'est un point, donc c'est plus la dualité, c'est un ici et maintenant, c'est un état mystique. De plus en plus de gens peuvent l'expérimenter. On l'expérimente souvent d'ailleurs. Tout le monde peut-être l'expérimente même dans sa vie, un moment, que ce soit face à un coucher de soleil, face à le rire d'un de ses enfants, ces moments où le temps s'arrête, on est là, on fait « oh ». Et là souvent... pour paraphraser un alchimiste aussi qui disait on est silencieux, immobile, aligné. Il y a cette notion de... de toute façon, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de pensée, il y a juste un océan. Je peux d'ailleurs, si tu me le permets, tu parles d'alchimiste, je ne sais pas si tu fais pas référence au livre 1000 plateaux de Deleuze et Guattari. On devient alors soi-même imperceptible et clandestin dans un voyage immobile. Plus rien ne peut se passer, ni s'être passé. Plus personne ne peut rien pour moi ni contre moi. Mes territoires sont hors de prise, et pas parce qu'ils sont imaginaires, au contraire, parce que je suis en train de les tracer. Ouais, ça c'est une citation de Deleuze, qui est un philosophe qui m'a beaucoup influencé. On le retrouve régulièrement. Au sujet de ces lignes de fuite, une vision très conceptuelle. Alors, donc certains disent que c'est trop justement conceptuel et pas assez incarné. Je pense que
c'est toujours bien justement dans cette cristallisation du flux, plus on remonte vers des concepts, en fait, plus après on peut les imaginer de mille façons différentes, quoi. C'est pour ça qu'après je parlais de crayon de couleur au début, mais à partir du moment où l'architecture est juste et voilà, comme une structure de l'arbre de vie ou les autres que j'aborde dans le roman, ensuite on va les colorier comme on veut, quoi. Mais si la base est juste, après voilà, c'est ce qui va, comme on parle des fois de géométrie sacrée, de divine proportion, nombre d'or, tout ça, c'est des proportionnalités qui sont belles et après on peut les exprimer de plein de façons différentes. Donc Deleuze, voilà, parce que j'aime beaucoup cette citation du devenir en fait, quoi, parce que le mystique a beau être un contact, c'est aussi un devenir, quoi, comme un aimant, quoi. Aimant, on retrouve encore amour, quoi, mais quelque chose qui nous tire vers une évolution, quoi. Et on les trace, nos territoires, et clandestins, immobiles, et rien ne peut nous arriver, on ne peut pas être tracé, parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours... Et voilà, voilà, immobile, je mettrais des guillemets des fois, parce qu'on peut être aussi dans le mouvement, dans un devenir de l'être, justement, et aller vers ce mystique, le rejoindre, redescendre, remonter. C'est une respiration aussi qui peut s'instaurer peut-être dans ce rapport au monde de l'harmonie, justement. On ne peut pas rester tout le temps dans le mystique, quoi. Sinon on est en haut d'une montagne et puis on meurt, de toute façon, on y retournera tôt ou tard à l'unité, quoi. Ce qui est important, c'est de pouvoir en revenir, de ramener des informations de cet absolu, quoi, et après justement de les redensifier. Donc ensuite, après le mystique, on a le gnostique, et le gnostique, on en a parlé tout à l'heure, on utilise la science pour l'horizontalité et pour la verticalité, on parle de gnose, quoi. C'est cette sorte d'enseignement qu'on disait peut-être Sirius, les pyramides, d'où ça vient, les étoiles, cette sagesse primordiale, cet enseignement qui est plus ou moins similaire sur toute la planète, au-delà des formes qui prennent, quoi. Après, c'est notamment justement au Gabon où j'ai compris ça, quoi, que on les manifeste selon nos aptitudes technologiques. Après, toujours dans cette cristallisation, quoi. Au début, donc la gnose, c'est un univers de symboles, quoi. C'est très symbolique, quoi. Un voyage gnostique, enfin quand on est plongé dans la gnose, c'est c'est les mythes, c'est les archétypes, c'est les symboles, c'est pas du verbe encore, quoi. D'ailleurs, c'est souvent des images, quoi. C'est quelque chose qui est pas, qu'on n'a pas encore réussi à traduire, quoi, mais qui est là, qui s'anime sous nos yeux. Et d'ailleurs, dès qu'on veut le figer, hop, on recristallise, sauf que là, on est un cran en dessous, donc après, on va passer par la magie et la philosophie. Donc, magie, on arrive sur l'art, en fait. L'art, la poésie, la musique, la magie, mais haute magie, comme on dit, quoi, où on travaille justement avec ces éléments pour ramener des effets concret dans la matière. On commence à se rapprocher de la matière quand on agit dans le monde magique. Et je fais juste une parenthèse par rapport au monde magique. On verra un peu plus tard durant l'émission qu'il y a 3 types, entre guillemets, de magie. Et voilà, c'était juste pour faire ça. On rentre un peu plus dans le détail par la suite. Et enfin, philosophie, quoi. Et philosophie, voilà, c'est le verbe enfin qui se pose sur tout ça, qui structure la pensée. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup lu de philosophie. J'aime beaucoup la philosophie parce que, bon, voilà, c'est une pensée conceptuelle, justement. C'est débarrasser des apparats, de tout le verbiage, qui est très beau dans le monde magique. On veut faire des dessins, il faut que ça soit foisonnant, il faut que ça rayonne. Mais après, la philosophie, c'est quand même intéressant parce qu'on dégage les concepts, quoi, et on pose le verbe, et là, voilà, la philosophie, j'aime bien parce que c'est calibré, quoi, ça me parle. Et puis quand on lit un livre de philosophie, justement, souvent on est immobile, aligné, on ne bouge pas, quoi, on lit, c'est une forme de méditation, d'ailleurs, la lecture. Donc voilà, donc on passe vraiment du mystique jusqu'à le verbe, quoi, et au début... Au commencement, il y a eu le verbe, quoi. C'est d'un coup, quand le verbe s'installe, que là, il fige cette potentialité, quoi. Quand on dit Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas cet infini de potentiel, justement, qui est là et que nous, on verbalise, qu'on canalise et qu'on verbalise selon notre corps. Voilà. Ça ne te pose pas trop de problème, justement, de figer? Oui, parce que dès qu'on fige, on exclut, quoi. Moi, je veux dire, j'ai vu ça blanc et je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui aura vu ça noir. Ou c'est toujours, on peut pas mettre tout le monde d'accord. Donc, j'ai trop de mort. Excellent. Et puis en même temps, le verbe créateur, quoi, il fige. C'est ça, comme ça qu'on crée. En tout cas, dans la matière. Alors, on parlait d'Anabase des Grecs.
Alors oui, les Grecs, ils avaient tu peux parler des mystères d'Éleusis peut-être ou Tout à fait. Alors juste pour finir peut-être avec l'anabase, tu nous dis donc, les Grecs jeûnaient pendant 9 jours. Ils étaient dans un endroit qui était clos, qui était consacré. À la fin des 9 jours, ils recevaient une hostie à base de blé et de seigle, à savoir qu'à cette époque était connu l'ergot de seigle. L'ergot de seigle qui est un champignon qui se matérialise petit à petit sur le seigle. Pour le coup. Et donc c'est un psychotrope. Il faut dire qu'avec 9 jours de jeûne avant, c'était costaud. Vous voyez bien, oui, c'était cadré, c'était... Oui, mais ça générait des accidents. Ça, d'ailleurs, on retrouve récemment, dans les années 70, je crois, à Pont-Saint-Esprit, en France, il y a eu une grande intoxication à l'ergot de seigle. Enfin, au Moyen-Âge, les gens devenaient fous, qu'on a l'impression que le diable arrive, tout le monde devient fou. En fait, c'est parce qu'il y avait eu ça qui s'était retrouvé dans le pain du boulanger, tout le monde en avait mangé, et ils se retrouvaient tous un peu perchés. Alors, à l'insu de leur plein gré, quoi. Et oui, on retrouve ça donc chez les Grecs, ouais, c'est Albert Hoffman qui avait posé ce lien un petit peu justement entre le crayon, cette sorte d'hostie un petit peu aussi de... Bon, après, voilà, je veux pas qu'on me reproche mes acidulés non plus. Enfin, c'est très particulier. Dès qu'on aborde le thème des psychédéliques, mais en même temps, il faut se rappeler que c'est des choses qui sont interdites aussi. Il y a des mises en garde à faire autour de ça. Ouais, bien évidemment. Mais dans un cadre ritualisé, comme ça pouvait être chez les Grecs, les mystères d'Éleusis, oui. Et tu t'en fais mention régulièrement, justement. Oui, parce que plus j'ai creusé, et l'acacia, plus j'ai creusé, et même dans les loges initiatiques occidentales, il y a le rituel psychédélique à un moment. Il y a toujours une onction, quelque chose, même on en parle dans l'alchimie aussi d'ingérer la pierre philosophale. On parle chez les francs-maçons de l'acacia, 33e degré, l'acacia était-il connu? Oui. Donc l'acacia, il faut savoir que c'est une des plantes du désert qui est la plus riche en DMT. Donc la DMT, c'est relié à l'ayahuasca, la boisson des chamans de l'Amérique du Sud. Donc voilà, je pense que c'est des accélérateurs. Il faut vraiment voir l'outil. Je ne sais pas si c'est Hoffman qui disait ça justement aussi, ou un scientifique, en tout cas qui disait pour étudier la matière, on a besoin d'un microscope. Pour regarder les étoiles, on a besoin d'une longue vue. Et pour étudier la conscience, il y a des outils qui existent. C'est les psychédéliques, quoi. Psychédélique, ça veut dire qu'ils révèlent la psyché, quoi. Ça module un petit peu l'angle d'approche, ça déplace le point de conscience un petit peu, et ça permet de voir les choses sous un autre angle, et du coup de parfois mieux comprendre. Et c'est un peu un secret de polichinelle, comme je disais, parce que c'est utilisé de tout temps, dans toutes les traditions, dans toutes les loges, et même dans le milieu créatif, quand on voit la musique, les Beatles, tout ça, ils sont tous... Ce qui est super, la manière dont tu l'abordes dans le bouquin, c'est que Arthur explique à Pierre que finalement ces psychotropes étaient utilisés du temps de Jésus, puisqu'on parle de l'hostie. Quand tu parles de l'anabase des Grecs avec cette hostie, avec l'ergot de seigle, on y est déjà, sachant que on est donc au nord de l'Afrique, que l'acacia est une plante qui pousse là-bas sans problème, que c'est un psychotrope, que les bédouins du désert le savent très bien et s'en servent encore une fois aujourd'hui. Cela fait référence, puisque tu es allé voir au Gabon la tradition Bwiti, que justement le bois sacré est un psychotrope qui est utilisé aussi, que cette dernière, on rejoint avec Akhenaton l'Égypte, la pyramide, les initiations, la tradition primordiale, tout ça est lié et que c'était un moyen pour l'homme de voir ce que pouvait être, entre guillemets, le divin et de se relier à cette connaissance, ce savoir primordial. En même temps, ce que je trouve génial, puisqu'on peut parler des chamans, dans toutes les traditions à la surface de la Terre, les psychotropes est très présents. Et on peut... les états modifiés de conscience. Après, il y a différents outils. Il peut aussi y avoir la transe avec les tambours. Il peut y avoir C'est vrai, tu as bien raison de le préciser. Mais ce que dit Arthur à Pierre, c'est que justement, peut-être, ce qui serait logique d'après certains chercheurs, les religions viennent de l'usage de ces psychotropes. Oui, c'est des hypothèses qui sont assez sérieuses aussi, sur notamment pendant les migrations, quand la Terre a changé de climat, ils suivaient les troupeaux, ils ont consommé les champignons, et ça aurait favorisé l'émergence justement de la parole et du langage, quoi. Donc là, on est dans des hypothèses, sans tomber dans la pseudo-science non plus, mais dans des choses qui ne sont pas assez étudiées pour qu'on tire des certitudes, mais
mais voilà, après c'est un discours qui est, voilà, que vraiment je mets des gros avertissements autour. Il ne s'agit pas du tout d'aller prendre ça, de se faire un trip. Non, c'était vraiment dans des cadres initiatiques très très particuliers, très rigoureux. J'en profite pour servir ce que tu dis. Au début du livre, quand justement Arthur commence à parler avec Pierre, il lui précise d'emblée, dès les premières pages où ils commencent à marcher ensemble, comme quoi dans notre société il n'y a plus de rites de passage. Mhm. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir des rites de passage avec des psychotropes, bien évidemment, mais l'importance de ces rites de passage, dont peut-être, dans certaines cultures, traditions, les psychotropes sont d'usage. En l'occurrence, je te fais part des rites de passage pour que tu nous expliques, en tout cas ton regard sur l'importance de ces derniers, ce qu'ils revêtaient et ce que ces derniers ne nous permettent plus de vivre aujourd'hui, de traverser. Ouais, je pense que c'est une des causes un petit peu, on parlait au début de cette société d'adolescents, comme on les appelle. Il n'y a pas eu de passage à l'âge adulte. Quand je parle avec les anciens, des fois, dans le pub, c'est vrai que souvent une discussion qui revient, par exemple, c'est le service militaire, quoi. C'est un truc qui revient régulièrement, à tel point ça a été marquant dans la vie des personnes qui reparlent de cette semaine ou de cette année où d'un coup il y a eu un passage. Mais avant, il y avait aussi la communion. On a toujours eu besoin de rites de passage. Et de les supprimer, on se prive de rites, on se prive de passage, quoi. Donc le rituel, pour moi, c'est la tradition. Et puis le passage, le passeur, enfin, ce que tu me dis là me fait penser à un truc. J'avais interviewé Éric Laurent, qui s'occupe de l'association Chendukua avec les Indiens Kogi. Et de l'importance qu'il mettait dans ses propos sur le passé et les traditions de ces Amérindiens. Qu'ils avaient besoin, pour retrouver la mémoire de leur passé, de retrouver leurs coquillages, leurs plumes, leurs pierres, leurs statuettes, et que sans elles, parce qu'on leur a volé quand on les a envahis, eh bien, on leur a enlevé une partie de leur mémoire, et qu'ils ne savent plus faire. Ils savent plus qui ils sont, ils savent plus... Ouais, c'est assez violent. Après, voilà, il faut voir... Ça participe peut-être de la liquéfaction de notre société, quoi. Tout liquéfié, quelque chose va en émerger, de toute façon, c'est sûr. Après, voilà, peut-être casser tout ça à présent. Et il y a d'autres messages, parce que voilà, après, ça rejoint aussi le message christique, quoi. Je fais très important quand je mets attention, toi, hostie, c'était vraiment de la blague, un petit peu, quoi, parce que on est dans un domaine beaucoup plus sacré encore quand on s'aborde des sujets christiques. Donc je ne suis pas hyper fan de ces théories de l'onction à base de cannabis ou d'hostie psychédélique. Je pense que là, on a affaire à un autre domaine, mais qui est très important, quoi. En tout cas, voilà, c'est les portes qui s'ouvrent. Il y a besoin de ritualiser ça. Il y a besoin de quelqu'un qui montre la porte et qui dit maintenant tu es apte à la franchir, je t'accompagne et on y va. Et, quand tu parles j'entends la mise en garde que tu mets, et de ne pas faire des amalgames, ou d'aller trop vite dans les conclusions. C'est ça, parce qu'on se grille les ailes, il n'y a pas de secret. De toute façon, si ça avait été la solution miracle, on l'aurait trouvé dans les années 68, et on en est là aujourd'hui. Donc il manquait quelque chose aussi à eux. C'était une exploration sauvage, parce que il n'y avait pas Internet, donc les gars, ils prenaient de l'acide en Californie, et puis après, ils partaient au Népal ou en Inde, essayer de reconnecter un peu de tradition, justement, parce qu'ils avaient trouvé la porte, mais ils n'avaient pas la carte, ils n'avaient pas le vocabulaire pour déplier l'expérience. C'est ce qui est très perturbant dans une expérience psychédélique, quand on reparlait de ces 4 sentiers, justement, du mystique jusqu'à la philosophie. Si on n'a pas les mots, si on n'a pas l'outillage pour déplier l'expérience, on se retrouve avec un truc dans la tête qui pète la tête, en fait, quoi. Un jeune qui prend un acide comme ça, c'est super dangereux, quoi, parce qu'il n'a qu'à se connecter vraiment à la dimension sacrée. Et après, il se retrouve là, entouré de gens qui ne comprennent pas ce qu'il dit, et un décalage, et c'est très difficile à vivre. Après, on se sent exclu, parce que justement, il n'y a pas eu ce rite de passage, il n'y a pas eu cet accompagnement. Et il faut faire... pour toi, le rite de passage? Principalement, on dit le passage à l'âge adulte. Pour rite de passage... Tu parles de la première communion, c'est notre tradition, mais
Il y a chez les juifs, les musulmans, ou qu'importe les Oui, mais on a cycles. besoin de... Parce que c'est des cycles, quoi. Je pense que c'est pour se situer, quoi, dans des Dans le cycles, temps. comme tu dis aussi, avec notre passé, avec notre tribu, nos racines, d'où on vient et où on va, et qu'est-ce qu'a fait papa, qu'est-ce qu'a fait maman. Et je me réinscris aussi dans cette dynamique. Alors, je suis pas traditionnaliste, hein, toi, je suis pas réac non plus. C'est pas, comme je l'ai dit, ça participe d'un processus, je pense, qui va prendre sens dans quelques années aussi, qu'on a besoin de passer par là, peut-être de tout oublier, de tout casser pour Ordo ab chaos, quoi, de recréer. Là, je suis optimiste, là. C'est le point de vue optimiste des choses. Après, ça peut aussi être plus compliqué, mais voilà, moi j'ai envie d'y voir de l'espoir et parce que c'est sclérosant aussi des fois. Il faut voir les sociétés traditionnelles, l'étouffement que ça peut. Voilà, c'est qu'on est formaté. Alors là, on rejoint un peu l'enseignement de Deleuze qui parle des différentes lignes. Peut-être on peut aborder ce sujet sur la ligne dure, la ligne souple. Et la ligne de fuite. Parce On que la va rite de l'aborder passage, juste. ça apporte un petit peu ça, quoi. Ça fait partie de ce dont on va aborder, bien évidemment. Et c'est juste après un élément que j'aimerais clore, si je puis dire, dans la notion des amalgames potentiels. Tu le mentionnes dans le livre Benny Shannon, qui est un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, Mhm. qui soutient avec plusieurs de ses collègues que les Hébreux, au temps de l'existence supposée de Moïse, utilisaient aussi régulièrement des plantes hallucinogènes lors de leurs rites religieux, l'écorce d'acacia, l'armal. Mhm. Une autre lecture de l'épisode du buisson ardent. Mhm. Ces plantes sont d'ailleurs toujours utilisées par les Bédouins dans le désert et l'acacia est fréquemment cité dans la Bible. Son bois fut même utilisé dans la construction de l'Arche d'Alliance, assimilé par certains chercheurs à une radio cosmique végétale et dans la couronne du Christ. Mhm. Ouais, c'est une couronne d'acacia, oui. Oui, oui, bah après on tire les liens qu'on veut. Mais ça m'a été confirmé quand même par des gens très haut placés, quoi. Donc, bon, là-dessus, je suis droit dans mes bottes. J'ai pas de mal à l'assumer, ouais, je pense que c'était Benny Shannon, il était même dans. Ouais, c'était dans les médias, hein, c'est un universitaire. Bon, mais ça manque d'études, quoi. Il faudrait plus de gens pour valider. Là, on est côté stalker, justement, toujours ces gens qui essaient de redonner du sens un petit peu. Qu'on n'est pas juste né pour métro, boulot, dodo, qu'il y a aussi une dimension intérieure et des peuples. Ouais. Je pense qu'avant c'était plus simple, quoi. Il n'y avait pas tout cet arsenal législatif, poison, drogue, tout ça. Non, ils prenaient, c'était bon pour eux, bah, c'était cool, on continue, quoi. Et ils n'étaient pas en train de se dire, non. Mais ils ont vite rendu compte aussi qu'il fallait un cadre rituel et puis qu'il ne fallait pas faire ça n'importe comment, je pense. J'aimerais qu'on puisse aborder, puisque dans cette explication que donne Arthur à Pierre sur qu'est-ce que le Mont Saint-Michel, on a eu l'occasion tout à l'heure de mentionner qu'est-ce qu'il pouvait représenter au Moyen Âge, chez les Celtes, et puis antédiluvien, ou en tout cas une époque peut-être beaucoup plus reculée que ça. Et dans ce sens, le Mont Saint-Michel, on l'a précisé dans cette idée de marcher le long de ce sentier qui relie cet axe vertical, Malkout, la terre, donc champ secret, à Kéter, qui serait la porte du Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michel. Kéter, donc le Mont Saint-Michel. Tu fais référence à Alain Badiou et tu donnes plusieurs mots qualificatifs pour Kéter, pour que ça puisse, peut-être pour ceux que la Kabbale ou les mots hébraïques ne parlent pas, tu nommes Kéter vide quantique, champ unitaire ou champ du point zéro, champ akashique, l'événement pur d'Alain Badiou, l'illumination, le chaos. Est-ce que tu peux peut-être en mots là essayer de formuler une phrase plutôt que c'est des qualificatifs? Comment tu pourrais nous expliquer en tout cas peut-être ce qui m'intéresserait pour ma part, hein, pour ma part, ça serait Alain Badiou avec l'événement pur. Qu'est-ce que tu entends par là? L'événement pur, ouais, c'est marrant parce que ça recroise un peu le rite de passage, quoi. L'événement pur, c'est ce qui surgit du vide un petit peu, quoi. Mais c'est aussi dans nos vies, il y a des événements qui se produisent, qui sont marquants, quoi. Et c'est une rupture du réel, un petit peu, l'événement, quoi. La fameuse rupture qu'a pu vivre Pierre, c'en est une, oui, avec complètement. Chloé, C'est un par exemple. événement dans sa vie, dans sa vie personnelle. C'est un événement. La crise que l'humanité traverse en ce moment aussi, c'est un événement, quoi. C'est un point de rupture où justement différents possibles s'offrent à nous
Et après, comment surfer c'est possible, comment le choisir, c'est là qu'intervient la notion de discernement, et puis de loyauté aussi, de fidélité à la vérité, quoi, parce que d'un événement découle une vérité, quoi. Donc après, si on se met la chevaucher, il faut aussi rester sur selle, quoi. C'est pas toujours évident. On va le voir juste après. Ouais. Donc, en fait, pour toi, l'événement pur dont parle Badiou serait l'occasion de voir à travers, qu'importe l'événement pur, qui finalement n'est pas forcément évident à repérer. Ça demande, tu disais, du discernement, mais c'est comme si, pour donner une image, tu l'emploies d'ailleurs dans le livre, l'exemple du surfeur et de la vague. Ouais. Le tout, c'est pas de voir la vague, c'est de savoir la surfer. Ouais. Mais dans un premier temps, c'est la voir. Et l'événement pur, c'est de savoir reconnaître cette vague, la sentir. Là, il y en a une qui se fait là. Ouais. Et puis après de la surfer. Et ouais, c'est vrai que j'aime bien l'analogie du surf, parce que bon, j'étais peut-être un peu surfeur plus jeune aussi, c'est un truc que j'aimais bien, mais cette idée que la vague est là, on la surfe du mieux qu'on peut, et plus on développe nos aptitudes, et plus on va la surfer longtemps, et de façon fluide, et sans heurte, alors qu'au début, on va être là, on va passer la tête sous l'eau tout le temps, on va se faire brasser dans les rouleaux, on va pas comprendre, et puis au fur et à mesure, on arrive à se redresser, à prendre de l'équilibre, et puis et jusqu'à être dans le tube, quoi, le curl, où c'est la magie du surf. Et l'analogie va plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est revenu au rivage, il faut prendre sa planche et puis ramer vers le large pour en reprendre une. Donc on retrouve cette notion de cycle aussi. Peut-être on peut surfer une vague sur toute l'existence, la même vague. Là, c'est une grâce, à mon avis, peut-être qu'il nous est proposé d'avoir une longue vague. Mais quand on apprend, en tout cas, au début, on prend des mini-vagues, quoi. On prend, on tombe, on renage vers le large, et puis on recommence, et au fur et à mesure, voilà. Donc l'événement, c'est ça, c'est un petit peu comme de jeter un caillou dans l'eau, et ça va déplacer des vagues concentriques, qui vont, hop, et après, voilà, faut rester fidèle à la vérité de l'événement, quoi. Alors pourquoi l'associer à Keter ? Bon, alors, voilà, là, c'est moi c'est mon interprétation personnelle, quoi. C'est comme ça que je ressens. Il y en a qui me disent non, Mont-Saint-Michel, c'est Tifrette. Bon, voilà, moi je le vois comme l'aboutissement d'un voyage et rite de passage, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours un avant, un après quand même pour les gens qui sont venus marcher, parce qu'il y a eu un dépassement d'eux, il y a eu des rencontres, il y a eu quelque chose. Des semaines, des mois, des années après, ils fermeront les yeux, ils se rappelleront quand même de ça, j'en suis persuadé, quoi. C'est quelque chose. Événement parce que c'est majestueux, c'est l'effet waouh quand tu arrives devant le monde, c'est l'aboutissement, c'est le sang, les larmes, le rire, tout ça qui a coulé, hein, entre les ampoules, la fatigue. C'est pas une balade c'est pas une balade. Non, c'est pas faire une balade, effectivement. Et on va vers le sacré en plus, on part du Mont-Saint-Michel, on part d'en bas, c'est quand même cette structure pyramidale un petit peu qui peut déranger, mais qui est quand même dans les hiérarchies célestes, c'est un petit peu ça, c'est cette pyramide qui est là, et puis on part de la base avec les marchands du temple, tout ça, et puis on s'élève, on monte les marches une à une pour arriver jusqu'à l'abbaye, où là-haut, la lumière, c'est une des abbayes les plus lumineuses au monde, quoi. Tellement magnifique. C'était l'enjeu du Mont-Saint-Michel, c'était de réussir à faire des murs qui laissent passer la lumière, quoi. Donc ils ont mis au point des prouesses architecturales pour éclairer tout ça, et voilà, on est pénétré de ça, grâce, et ça génère un événement. Après, et là, il y en a mis impossible, quoi. Et je rentre même pas là-dedans avec les gens, quoi. Après, c'est chacun, c'est notre intimité dans les questions, donc c'est pas besoin moi, j'ai pas besoin de rentrer à l'intérieur pour savoir. Je sais que voilà, il y aura eu quelque chose, tu l'auras senti ou pas. Généralement, on le sent quand même, mais même là, il n'y a pas de jugement. Et puis, si tu n'as pas senti, c'est pas grave, quoi. Au contraire, c'est que tu as encore d'autres choses à trouver, tu vas encore. Et puis, tu as d'autres choses qui t'attendent chez toi. Tu reviens après, de toute façon, c'est ça aussi, c'est ce retour après. On dit sur Saint-Jacques, le chemin commence à Saint-Jacques. Moi, j'ai envie de dire, c'est pareil au Mont-Saint-Michel, le chemin commence à Saint-Michel. C'est-à-dire, après, tu as pris cette vague, tu as senti ce souffle, et puis, tu rentres chez toi, et puis après, comme une petite graine que tu plantes dans ton cœur, après, libre à toi de l'arroser, de l'en prendre soin, de la faire grandir, ou d'en replanter une autre, parce que voilà, c'était pas ton truc. Ouais, et puis il y a même, et puis, en ayant marché avec toi, l'occasion qui m'a été donnée de voir que plus on avance sur le chemin,
qu'il y en a certains qui sont poussés dans le retranchement, j'allais dire. C'est difficile, pas tant physiquement, hein, qui supportent très bien, hein, mais qui, j'allais dire, pètent un plomb, et ça, je ne voudrais pas faire peur, c'est pas le terme, mais qui se retrouvent à être dans soit leur peur, soit leur projection. Ça arrive. Il y a des gens qui manière... le font en totale légèreté. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens pour qui c'est plus dur. C'est là qu'on accompagne, qu'on est là pour, parce que ça, on parlait de rigueur, miséricorde. Je pense que c'est important aussi des fois de se confronter. C'est un reproche que je pourrais faire des fois aux nouvelles spiritualités, sans juger le New Age dans sa globalité, parce qu'il y a des très belles choses dedans aussi, mais ce côté spiritualité molle, un petit peu du zéro effort, de consumériste, quoi. C'est-à-dire on fait un petit cours de yoga le vendredi soir et puis ça suffit, quoi. Alors que on va faire du yoga en Inde, c'est pas une salutation au soleil le vendredi soir, hein. C'est 20 par jour et puis donc voilà, il y a toujours un moment dans l'enseignement traditionnel, en tout cas authentique, qui demande le dépassement de soi, de sortir sa zone de confort, de pleurer peut-être, quoi, de lâcher des choses, quoi, et la marche participe de ça parce que voilà, du fait de l'érosion du corps, toi, dans cette analogie alchimique, toi, quand tu marches sur le sentier, tu as les éléments qui te polissent, tu te prends la pluie, le vent, le soleil, le froid, le chaud, la fatigue, tout ça. Donc les masques se fissurent, les masques tombent, quoi, les personnalités explosent et des fois, voilà, les barrages qu'on tient finissent par lâcher. Et dans ce cas-là, c'est une bonne chose, c'est une grâce, quoi. Voilà, accompagner ça et Alors imaginez avec donc la première journée l'œuvre au noir dans l'œuvre alchimique où on traverse la forêt de la lande pourrie où c'est une terre noire d'humus avec des odeurs fortes qui peut être lorsqu'il pleut en Normandie boueuse ou pas. Je l'ai vu totalement sec quasiment par moment, si ce n'est par endroit. Et on va le voir là aussi avec Pierre quand il découvre ces paysages qui sont chargés de la tradition arthurienne, dans le sens du roi Arthur. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience quand j'ai écrit le livre en plus. J'avais choisi Arthur, je ne m'étais pas encore installé dans la région, donc je ne connaissais pas ce pays du Graal, quoi, là où on se situe, quoi. Champ Secret, c'est au cœur du pays de Lancelot, quoi. C'est là que Chrétien de Troyes est arrivé à Domfront, justement, avec Aliénor d'Aquitaine, qui l'a fait venir. Et puis, bon, c'est des Plantagenets qui cherchaient un mythe, une relique pour asseoir leur pouvoir, quoi, parce qu'ils avaient un grand royaume, quoi, mais ils n'avaient pas de relique. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le Graal, quoi. Comme ça, on sera les plus forts, en tout cas. Et ils ont fait venir Chrétien de Troyes, qui a donc rédigé tous ces récits arthuriens en s'inspirant des paysages du Domfronté, enfin de cette région. Et c'est vrai que souvent on imagine ça breton, je ne vais pas relancer la polémique, quoi, mais c'est vrai que les dernières recherches universitaires penchent plus sur une origine normande du mythe arthurien. On retrouve Barenton, cette forêt de la lande pourrie dont tu parlais, on l'appelle aussi la forêt du diable, donc là aussi ça va bien dans ce côté de rentrer, faire tomber les masques, rentrer ce qui fait peur à l'intérieur de soi des fois. Et cette forêt, c'est partie de Brocéliande, en fait. Il faut voir que Brocéliande, au Moyen-Âge, c'était une grande forêt qui couvrait tout le nord-ouest de la France. Et après, il y a eu les chantiers navals, tout ça, navals, où ils ont charcuté un petit peu, on a fait passer des routes. Bref, maintenant, il reste un bout du côté de Pimpon, et puis par chez nous. Mais oui, parce que, voilà, même Champ Secret, à côté, il y a le petit village Banvou, qui est à 5-6 km d'ici, qui viendrait du roi Ban de Banoïc, qui était le père de Lancelot, quoi, en fait. Donc, tu vois, le pays de naissance de Lancelot serait ici. On retrouve... C'est Georges Bertin, un historien passionnant à lire, et les travaux du Sénat, notamment. Et ils ont rencontré le groupe arthurien d'Angleterre. Enfin, voilà, c'est des recherches universitaires qui se font sur le mythe arthurien. Et il y a des très, très belles choses à voir ici, notamment, voilà, après cette forêt du diable, on arrive à la fosse Arthur, justement, le lieu où Arthur aurait fini ses jours avec Guenièvre. Après la forêt de Fontaine de Barenton, plein de mythes et légendes. Enfin, ça participe du réenchantement. C'est pas tant après que ça soit vrai ou pas, c'est pas grave, quoi. C'est juste, voilà, reprendre la magie du monde, redonner du sens, s'imprégner du terroir, des légendes. C'est un beau pays, quoi, que la Normandie n'a pas su bien valoriser, quoi, paradoxalement, aux Bretons, qu'on fait des super trucs. Là, on a des lieux fascinants d'histoire, des mégalithes, des choses. Non, mais c'est bien, c'est Champ Secret. Tout y est. Tout y est. C'est dans le nom. Puisque tu parles de cette rupture, et que la difficulté à avoir le discernement
pour Pierre. C'est-à-dire que quand Pierre reçoit ces explications d'Arthur, forcément il est dans le doute, forcément il est sceptique. Mais il y a encore une fois, puisqu'il n'a pas le choix, il a besoin de ce guide pour arriver au Mont-Saint-Michel, il a payé pour ça. Bon, il l'écoute et puis il reste ouvert. Il pose des questions quand même. Tiens, t'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et quelque part, les propos d'Arthur le titillent, lui remontrent, encore une fois, cette tradition primordiale, le sens caché des choses. Et finalement, le monde décousu de Pierre qu'il avait trouvé sur Internet, New Age, sans aucun dessus-dessous, là, la grille de lecture commence à prendre une forme qui, waouh, il y a un truc qui se dessine, Ouais. qui commence à avoir ses racines très, très, très profondément, et le sens commence à revenir. Mais Pierre est encore quand même bien dans le doute. Doute de sa vie passée, même si elle est loin pour le moment. Mais à ce moment clé de l'histoire, un coup de téléphone de Chloé, Ouais. son ex. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est toujours, je sais pas, mais je l'exprime comme ça, je le fige, hein, excuse-moi. Toujours de constater que quand on sort de sa zone de confort, comme par hasard, nos amis, notre famille, des gens qui pensent bien nous connaître, mais nous connaissons-nous déjà, c'est autre chose, et qui viennent pour nous titiller, nous voir peut-être, en prenant de la hauteur, si c'est bon, t'es sûr de ce que tu dis, tu veux y aller, tu veux tirer la petite cordelette pour voir jusqu'où ça va te mener au fond du terrier. Et pour le coup, Chloé utilise la culpabilité vis-à-vis de Pierre. Tu te rends compte, 7 ans, c'est pas rien, et comme ça, faut qu'on se parle, et il comprend pas, lui. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est du vécu sur le sentier, hein, ça arrive souvent, les coups de fil comme ça pour les gens. Et c'est deux univers qui d'un coup sont complètement disjoints, quoi. Donc peut-être, peut-être d'où ça vient, toi, ce phénomène d'homéostasie de nos vies, toi, on est dans un truc, dès qu'une pièce de l'échiquier bouge, il y a tout qui bouge, on est tous reliés les uns aux autres, donc toi, des phénomènes comme ça d'homéostasie, où je te retiens pour pas que tu t'éloignes, parce que sinon, voilà, ça peut tout casser aussi. C'est pour ça que c'est très prudent. Il faut être très prudent aussi. C'est pas, on est dans des dimensions sacrées. Toi, j'aurais jamais osé proposer ce type d'expérience non plus si on marchait pas vers le Mont Saint-Michel, quoi, vers l'Archange, quoi. Toi, c'est l'île patron, quoi. Toi, moi, là-dessus, c'est l'acte de foi. Après, toi, tu parles des doutes, voilà. Puis les faces, hein, à la fois, tu auras les doutes. Il faut passer par là. Et bon, voilà, voilà, l'acte de foi, voilà, je me dis, bon, bah, peut-être c'est. Voilà, j'ai choisi de croire que c'était pour le bien des individus. Et ce que je vois, c'est que oui, c'est ça. Il y a des fois, on est sclérosé, des fois, il faut bouger, des fois, il faut se remettre en marche, quoi. Enfin, après, tout dépend de ce qu'on veut. Après, si on est bien dans sa vie, il ne faut pas aller se faire du mal non plus. Hein, voilà, mais ça rejoint aussi un peu cette notion d'amertume du sentier, quoi. Il y a une amertume dans le sentier, quelque chose. Quand les gens rentrent chez eux. Non, même pendant le sentier, tu vois, si on prend le sentier comme une analogie à une médecine, tu vois, les médecines sont amères, quoi. T'as pas un antibiotique qui est bon à manger, t'as pas un médicament, t'as pas une plante sacrée qui est bonne au goût, quoi. Et paradoxalement, le corps va rejeter ce qui est bon pour lui. Toi, ce qui le soigne, il trouve pas ça bon, alors que le sucre qui l'empoisonne, il a tendance à avoir le boulotter. Donc, il y a dans le sentier cette dimension d'effort, que des fois ça fait des ampoules, ça fait mal aux pieds, toi, c'est plein de fois, Pierre, ça arrive dans le bouquin, il dit mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, qu'est-ce que je suis venu là, moi je pensais pas, je venais marcher, et puis là je me retrouve, mais là on est même hors du dogme, toi, il y a pas même sans enseignement, là il y a un enseignement d'Arthur parce qu'on est dans le livre, comme je te le disais au début, non, les marches concrètement ça se passe plus tout à fait comme ça maintenant, on est dans quelque chose, parce que je crois beaucoup justement à la thérapie de groupe, enfin au groupe quoi, en lui-même, qui est, tu vois, passer du jeu au nous, quoi, c'est vraiment un des enjeux importants, quoi, je pense, c'est de se relier les uns les autres, tu vois, ça génère quelque chose, ça avance tout seul, quoi, sans tous ces enseignements, tu vois, ésotériques, tout ça, mais ça bouscule des fois des gens, voilà, et paradoxalement, toi, on a accompagné 800 marcheurs, on n'a eu que 3 abandons, quoi, sur 800. Et tout âge confondu. Hein, de 7 à 77 ans. Vraiment, même de 6,5 à 79. Donc voilà, on a un bon panel d'individus, comme quoi c'est accessible à tout le monde, quand un enfant de 6 ans et demi peut le faire.
Mon fils de 10 ans l'a fait, sans une ampoule, dans la joie, et super heureux. Et à contrario, des fois, on a des mecs, des limites anciens paras, super affûtés au sport, et puis quand chie, quoi, parce que voilà, ils chopent des douleurs qu'ils connaissaient pas, des tendinites. Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai vraiment. Ça, c'est un truc que je ne peux pas. Le premier jour, au jour du départ, c'est très difficile de voir pour qui ça sera dur ou pas, quoi, parce qu'on est souvent très surpris. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire oh là là, elle arrive à les fringuer comme ça. Les chaussures Kala, ça va jamais y arriver. Et puis, nickel. Et puis, à contrario, un mec super matos, bâton de marche nordique, j'y vais. Et puis, non, et puis le gars, c'est lui qu'on porte à la fin, quoi. Donc. Voilà, c'est pas pour faire peur aux gens, mais bon, il y a peut-être amertume, mais c'est important de se relier aussi à ça, quoi. Ça demande, toute voie initiatique authentique demande des efforts, quoi. Et le sentier demande un effort, même chez l'enfant de 6 ans et demi, toi, il y a un moment, il a pleuré, quoi, parce que c'était dur, il avait envie de rentrer, quoi. Et puis là, soit tu baisses les bras et tu dis, bah, j'ai mal, j'arrête, je m'écoute. C'est vrai, hein, c'est important de s'écouter aussi, mais des fois, on tombe dans des. Il faut savoir qui on écoute, quoi, toi. Le discernement, c'est pas évident, toi. La tentation et tout. Justement, ce truc de Maslow, de pas bouger, de pas sortir de la zone de confort, comme dans Matrix un petit peu. Hein, ce truc de Néo qui veut sortir et puis tout conspire pour non. Tu restes dans la voiture, il est là, il veut plus, quoi. Et cet élément justement de tout conspire à nous ramener vers ce passé. Mais tout conspire vers nous amener aussi. C'est dans les deux directions, vraiment le sentiment de tiraillement. C'est un petit peu là où tu choisis de porter ton regard. Et Chloé, le saut de la foi, quoi. Toi, c'est ça dans Indiana Jones aussi. À un moment, toi, il est face au ravin. Il faut y aller, quoi. Il pose un pied, allez, tant pis, je tombe. Et puis non, il y avait un pont, en fait, quoi. Donc, tu vois, lâcher le bord de la piscine. Dire, bon, ok, je vais essayer de voir. Nager, peut-être un autre rapport au monde. Écouter, essayer, expérimenter. Oser, ouais. Oser. Et c'est, puisque tu parles de discernement, c'est là où tu nous dis il faut faire la distinction entre l'événement pur dont on parlait tout à l'heure, qui jaillit de la rupture, et le simulacre d'événement. Bah oui. Alors, tu mentionnes par rapport à cette question hein, de l'événement pur, il a fait preuve de discernement pour pas le prendre pour un simulacre d'événement. Tu prends référence ou écho à Badiou, avec en plus 2 autres dangers, risque de trahison et vérité unique. Tu te rappelles un petit peu ? Oui, un petit peu. Ouais, après, c'est vrai que je l'ai écrit il y a quelques années déjà, le livre. Ouais, je précise qu'il n'a aucune note devant lui, hein, j'ai juste de tête. Hein. Mais justement, la trahison, c'est par rapport à trahir la vérité qu'on a rencontrée, quoi. Toi, ça, c'est difficile. C'est pour ça que même quitter un sentier, c'est pas anodin, quoi. Tu vois, parce qu'à partir du moment où tu as fait un premier pas, tu vois, si tu pars, il y a ce petit côté, tu vois, trahison, quoi. Tu avais un chemin qui s'ouvre à toi. Tu t'es trahi par rapport à toi ? Tu peux te trahir un petit peu par rapport à toi, ouais. Trahison, c'est pas oser être fidèle à sa vérité, quoi. Tu vois, c'est l'opposition de la fidélité, quoi. Être fidèle à l'événement, c'est j'y vais, et puis j'y mets du cœur, et puis je donne de moi, et puis je vais voir, toi. Les trahisons, voilà, mais c'est des risques, quoi. C'est des risques. Et puis l'autre, c'était quoi ? C'était la vérité unique. La vérité unique, oui, c'est de croire que parce qu'on a trouvé la vague, c'est la vague, quoi. Alors que non, il y a autant de vagues que d'individus, et chacun a trouvé la sienne, quoi. Et on continue dans cette même lignée du discernement. On en parlait d'ailleurs hors antenne, si on peut dire. Pour les hermétistes, il y a certains mots, phrases qui sont essentiels, dont celle-ci, savoir, oser et se taire. Mais ça rejoint, c'est un peu les mots qui se posent sur trahison et vérité unique. Ouais, savoir, c'est le discernement. Oser, c'est voilà, justement ne pas trahir. Et puis dernier, c'est se taire. Bah oui, c'est que c'est ta vérité, toi, l'humilité, quoi, de dire voilà. Après, là, on arrive sur un des enjeux politiques de notre société, quoi. C'est peut-être accepter que on n'a pas besoin d'être gouverné de façon uniforme, quoi. Qu'on pourrait peut-être faire confiance un petit peu plus à l'être, à l'individu, à partir du moment où on a
voilà, matériellement, on s'est éduqué, quoi. On est en sécurité, on peut poser les armes, là, quand même. Tu vois. On est plus... enfin, même si voilà, il y a tous les enjeux qui se passent en ce moment, mais... et puis... ouais, faire confiance que, voilà, c'est à partir du moment où on apprend les gens à se relier à leur boussole intérieure, à leur cœur, ils vont se relier au flux, et puis... et voilà, ça sera harmonieux. Ça sera harmonieux. Moi, je le vois tous les jours dans mon quotidien, quoi. J'adore travailler avec le pub, avec les gens qui brassent la bière avec le cœur, avec tout ça, parce que c'est un rapport au monde qui est fluide, quoi. D'un coup, on n'a plus besoin de tout ça, quoi. Le mec, il fait sa bière parce qu'il aime la faire. Donc, tu vois, moi, je la vends parce que j'aime sa bière et ça crée un autre rapport au monde, quoi. Un rapport amoureux au monde, presque un petit peu, où il n'y a plus forcément d'ennemis, quoi. Il y a juste, bah ouais, chacun fait ce qu'il aime, donc on n'a pas de souci, quoi. Mais retrouver ce qu'on aime, c'est savoir qui on est. Donc c'est un apprentissage aussi. C'est pas un truc qu'on apprend à l'école, ça, qu'est-ce que t'aimes, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quoi. Souvent, hein, qu'est-ce que tu veux faire. Bon, mais qu'est-ce que t'aimes faire, toi? C'est pas forcément la même question. Et ça, des fois, c'est un long chemin pour retrouver ça, notre âme d'enfant, quoi, nos rêves. Ouais. De surcroît, il y a cette idée que, d'un point de vue historique, on parle de la marche, bien évidemment avec le sentier, c'est-à-dire que quand on fait preuve, là on a parlé de comment savoir faire preuve de discernement, comment savoir où se trouve l'événement pur, celui qui jaillit et qui nous montre des signes, les fameuses synchronicités, il nous apprend à de plus en plus nous connecter à ce flux qui est finalement de ce cœur, de cette croix. Et on va voir l'importance du cœur de la croix, hein, comment on rejoint le Père, Mère, ou ciel, terre, avec cet espace d'horizontalité, et comment l'homme est une antenne en se trouvant au cœur de la croix, dans le cœur, qui a des outils pour ça. On a donné la carte, on va maintenant voir, aborder, et c'est ce que va apprendre Pierre, quels sont des outils très concrets, très simples. Ouais. Pas besoin d'aller faire 36 000 trucs de stage et autres pour savoir qui vous êtes. C'est là déjà, ici, maintenant, la marche. Tu nous donnes des exemples, c'est tellement évident. Bon, Gandhi, Ouais. Ouais, mais ça a commencé par une marche. Oh, déjà, lui, avant même qu'il y ait autant de gens qui le suivent derrière, il s'est mis en marche. Jésus, avec son ministère, pareil, il s'est mis en marche. À croire qu'il serait hasardeux de penser qu'une marche peut révolutionner ou évolutionner un monde, un être. les révolutions se font toujours avec des marches. Hein, comme les manifestations, on marche. toujours. Ah ouais, mais alors, il y a différents types de marches aussi, parce que les gens pourraient se dire, bah oui, mais je marche dans la ville, je sais ce que c'est. Donc, ouais, mais déjà, c'est un premier pas. C'est un premier pas, c'est une manière de se mettre en mouvement, oui, ça je suis d'accord. Et alors, justement, là, l'occasion d'aborder les trois lignes, encore une fois, que tu avais mentionné tout à l'heure, Deleuze, qui est philosophe, avec Guattari, qui est psychanalyste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui sont ces deux hommes et qu'est-ce qu'ils ont mis en avant comme concept? Deleuze, ouais, c'est Émile Plateau. Je disais tout à l'heure, c'est un philosophe qui peut paraître assez aride pour certains, parce que, bon, parler de lignes, voir la vie comme des lignes et puis des plateaux, et bon, ça peut sembler sec, quoi, mais bon, moi ça me parle, enfin, à ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est des choses sur une ligne, déjà, si on arrive à s'équilibrer avec des lignes, après on pourra les enjoliver. Et donc lui, il distingue au sein de l'existence trois types de lignes, quoi. Les lignes dures. Donc les lignes dures, c'était les lignes on va dire de la génération de nos parents, nos grands-parents, quoi, un petit peu. C'était des lignes, des segments, quoi, des lignes segmentarisées, c'est-à-dire justement il y avait des rites aussi. Donc c'était l'adolescence, adulte, service militaire, travail, retraite, mort, quoi. C'était un début, une fin, et puis dedans c'est cloisonné, quoi. C'est très cloisonné. Et ces lignes dures, elles sont en train de voler en éclats, là, toutes les structures un petit peu. Donc c'est des structures rigides, en fait. C'est tout ce qui est formaté. Ouais, c'est rigide, une ligne dure, quoi. C'est quelque chose qui est le segment mathématique, c'est ça. C'est un point, c'est 2 points, quoi.
Et ça, c'est en train de voler en éclats. Et aujourd'hui, on arrive au 20e, 21e siècle, on était autour de ces lignes souples, c'est-à-dire on s'éloigne un peu de ça, mais on y revient quand même parce que Donc ça la fait trop peur. génération 68 et la nôtre, Ouais, la nôtre, ouais, on est encore à cheval dedans un entre petit deux, peu. quoi. Ouais, après, on peut rester là-dedans aussi, hein, je sais pas, parce que le troisième type de ligne est très particulier, quoi. C'est pas des lignes qui sont forcément conseillées à tout le monde parce que c'est vraiment des lignes de. Alors, ligne souple, parce Bah, qu'on a ligne parlé de souple, génération, c'est ça veut dire quoi? autour de ta ligne dure, et ben tu vas slalomer un petit peu, c'est-à-dire tu vas aller te prendre une cuite le week-end et puis gueuler à la machine à café le lundi matin sur la politique, et puis dire moi j'ai rêvé les chefs dans le Larzac, et puis tu le fais pas, et puis, ou alors tu le fais 6 mois, et puis tu reviens quand même parce que tu as eu peur de ce vent de liberté. Donc tu reviens, mais c'est plus souple quoi déjà, c'est un peu plus. Tu sors de la ligne de confort de temps en temps. Ouais, tu t'autorises des voilà, tu t'autorises des écarts par rapport à ça parce que tu en as besoin quoi. Tu te rends compte que ça aère aussi. Donc ça commence à fissurer, c'est déjà remettre en question. Oui, voilà, c'est cadre. déjà ça perturbe un peu notre modèle politique, quoi, qui est lui, un peu préfère les choses cadrées, qui rentre dans des boîtes, quoi. Hein. Tu vas dans une boîte pour aller bosser, dans une voiture, tu vas dans ta boîte. Bon, la ligne souple, déjà, c'est un peu plus dur comme modèle mathématique à modéliser, quoi. Mais ensuite, tu as les lignes de fuite, quoi. Là, c'est le troisième type de ligne qui rejoint un petit peu la citation de tout à l'heure. C'est des lignes qui naissent justement d'une rupture, quoi. D'une rupture ou d'un événement, quoi, dans la vie. Et là, on quitte cette ligne horizontale pour aller vers quelque chose qui est plus proche d'un devenir, qui est plus proche de l'être, en fait. Et c'est des vies, après, mais qui sont sans filet, quoi, parce que sans machine arrière possible. Et après, tu marches sur un fil. Parce que tu n'as plus de modèle devant toi. C'est toi qui crée ton territoire à chaque pas que tu poses. C'est toi qui avances. Et il faut être équilibré, quoi, comme un funambule. Quoi. S'il est à un moment, il perd sa discipline, sa concentration, il peut tomber. Et le risque des lignes de fuite, c'est ça, c'est de tomber dans la folie, tomber dans les psychoses, dans la peur, la drogue, des choses comme ça. Quoi. C'est des lignes radicales d'émancipation de l'être, quoi. C'est des lignes qui sont proposées à certains, qui pourraient, pourquoi pas, l'être de plus en plus à partir du moment où justement il y aurait un acte de foi un petit peu et alors, puisque tu de lâcher le bord de la piscine pour de bon et puis de se mettre. Puisque tu dis que certains qui emprunteraient ou qui souhaiteraient emprunter ces lignes de fuite, cela peut, c'est une potentialité, d'un côté en tout cas, créer à la folie. Oui, dans les cas extrêmes. Oui, dans les cas extrêmes, folie, oui. Ou même, pour moi, c'est la maison Dieu. Hein, dans le tarot de Marseille, c'est vraiment la Babylone, le mental qui est coupé, qui est fendu. Oui, c'est ça, c'est une ligne oblique, la maison Dieu qui est foudroyée. Quoi, oui, tout à fait. Et dans ce sens-là, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle serait, d'après toi, la manière dont le funambule peut tenir sur le fil? Qu'est-ce qui le maintient sur le fil du rasoir? Qu'est-ce qui lui permet de garder l'équilibre? On rejoint cette pilier de l'équilibre un petit peu du sentier de Date, quoi, qui passe justement par Date. Date, c'est à la fois la connaissance, mais c'est aussi l'abîme. Donc c'est aussi quelque chose, tu peux tomber dedans. Et il y a un pont dessus, quoi. Qu'est-ce qui peut... moi, je dirais banalité, mais l'amour, c'est quelque chose, tu vois, quand tu es porté par ton cœur. Bertrand, tout le monde sait ce qu'est l'amour. C'est ça. Voilà, mais bon, des fois, il y a des mots, moi je suis pour. Alors c'est pour ça que je joue un petit peu d'une manière ironique, mais qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Eh ben. Qu'est-ce que je mets derrière le mot d'amour? Le cœur, derrière l'amour, il y a le cœur, derrière le cœur, il y a Dieu, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est l'amour, on dit avec le A majuscule, mais c'est ce sentiment d'amour, c'est aimant, c'est aimant aussi le magnétisme. Donc tu vois, ça porte aussi, quoi, quand tu es pris dans ce courant magnétique, toi, mais c'est un mouvement qui te demande du dénuement, qui te demande de te foutre à poil, quoi, et puis de poser un genou à terre, parce que ça fait peur, de quitter ce monde. Moi, quand j'ai quitté mon boulot de fonctionnaire d'infirmier, j'étais là, j'étais bien, j'avais la retraite, j'étais sur ma ligne dure, j'aurais très bien pu faire ça. En plus, c'était le modèle de mes parents, donc toi, je savais où j'allais. Hein. Et puis tout ça s'est cassé. Sous ma volonté ou pas, je sais pas, mais tout s'est brisé. Et j'ai aussi quitté ce boulot-là d'infirmier. C'était très, très douloureux. Ma famille, ma femme, mes enfants, il y a une séparation aussi. J'ai vécu le chemin de pierre. Donc
J'en ai versé des larmes, j'en ai versé. J'ai eu peur de la folie justement, parce que c'est vertigineux. C'est vertigineux de voir que la vie c'est un chaos, que notre société structure pour nous rassurer comme des enfants, quoi, mais que c'est même eux, c'est du storytelling maintenant qu'ils nous font à la télé, quoi. C'est pour, je sais plus qui disait, supprimer le 20h, dans 3 mois c'est la révolution, c'est les émeutes, quoi, parce que les gens c'est la grande messe, et voilà, ça les rassure. Mathieu, merci. Donc, Tu parles des théories de Keir. Ah, le queer, ouais. Keir. Par le contrôle pharmaco-pornographique, c'est ce qu'il a développé. Tu nous en dis un peu plus? Oui, alors, ouais, je vais pas m'étaler là-dessus parce que voilà, ça va bien avec l'esthétique du Sentier. Que j'aimais bien ce côté un peu sulfureux du Sentier et puis de côté néon flashy. Enfin, ça vient de Stelio. C'était un ami avec qui j'ai écrit, qui m'a beaucoup inspiré pour écrire le livre en tout cas, et qui parlait de ça. Oui, c'est une autre grille de lecture que selon la strate d'où on observe l'humanité, on peut aussi très bien la voir comme productive d'endorphines, de sperme, d'ovaires, une gestion de la jouissance en fait, quoi. D'ailleurs, quand on voit le nombre de pubs sur les abribus avec des femmes dénudées, moi c'est un des trucs qui m'avait marqué quand j'étais parti en Inde. J'étais revenu après un certain temps, et c'est une société qui est assez chaste quand même, l'Inde. Il n'y a pas ça, et tu te retrouves de plein fouet dans Paris et tu vois de plein fouet toutes ces femmes en sous-vêtements tu fais wow, c'est quand même ça titille quelque chose à l'intérieur de l'homme, et ils le savent jouer avec ces forces là, quoi. Ils savent que c'est des outils de contrôle, la testostérone, et donc les théories du queer, ouais, c'est un petit peu ça, quoi. C'est de considérer l'homme dans qu'est-ce qu'il produit et comment tu peux manipuler sa production et pourquoi en faire. La théorie de Freud appliquée à l'économie et à la Ouais. politique. Ouais, voilà. Bon, après, c'est des petits jeux d'esprit, quoi. Pourquoi pas? Ouais. Sûrement, il y a des gens qui utilisent ça. Les publicitaires l'ont bien compris, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à travers le fait d'avoir utilisé, même pour plaisanter, ce contrôle pharmaco-pornographique, cela fait écho aussi à la manière dont les Asiatiques ont cette vision de l'énergie de la Kundalini, l'énergie sexuelle, mais qui est aussi C'est l'énergie la plus puissante, créatrice. Oui, c'est une énergie qui est très, et comment très cette dernière est canalisée, détournée pour servir quelque chose qui, on l'aborde plus loin dans le livre, a trait au désir de l'instant, sans entretenir justement quelque chose de beaucoup Oui, plus c'est profond. je jouis, donc je suis, quoi. On est dans la jouissance, on n'est plus dans le désir, en fait. Dès qu'on éprouve un petit peu de désir, il faut vite jouir, quoi. Ça reprend l'analogie avec l'amour courtois aussi, que je parle avec Arthur et Guenièvre au Moyen-Âge, ou même Lancelot. Les chevaliers, ils avaient tous une dame, quoi, à l'époque, mais pour leur donner l'ardeur au combat. Et puis avant de partir à la guerre, leur dame levait un peu sa jupe, ils embrassaient le genou, le mollet, et ils repartaient dardard, gonflés de testostérone à fond, vouloir revenir vivant pour la voir. Mais ça n'avait pas pour vocation d'être consumé, quoi. Le but, c'était pas l'orgasme, c'était le désir, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de jouissance, des fois où dès que tu éprouves un petit peu de désir, vite, il faut éjaculer, il faut te claquer sa carte bleue, alors que là, ça rejoint encore Deleuze, qui après lui parle d'un corps liquide, c'est-à-dire où les intensités circulent librement, quoi. C'est-à-dire où les désirs montent et respirent, et il n'y a pas de résistance à ça. Et c'est un autre rapport au monde qui est presque sauvage, quoi. On parle d'ensauvagement, là, un petit peu d'un rapport à la puissance, quoi, plutôt que le pouvoir, quoi. Mais c'est la puissance qui est intéressante. Le pouvoir, généralement, quand là, on n'est plus puissant, on a perdu l'un pour l'autre. Donc, ouais. Mais après, tout ça, ça en vient au contrôle, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est la notion derrière le queer au contrôle pharmaco? C'est quand même le contrôle, c'est-à-dire contrôler les corps, quoi, le bios. Les Grecs qui parlent Arthur de ça. dit à Pierre le bios, contrôler le bios de la part de... Qui veut contrôler le bios? Je l'ai peut-être noté. Le biopouvoir. Le biopouvoir, oui, c'est pareil. Qui fait écho à Foucault et à Gambem. Ouais, donc ça fait pas mal de noms de philosophes, mais voilà, bon, c'est intéressant de s'inspirer de leurs pensées. Ils ont beaucoup travaillé. Et moi, je le fais à ma sauce. S'il y a des philosophes qui écoutent ça ce soir, ils vont te dire oh là là, la caricature et tout. Bon, moi, ça m'a aidé à me structurer ma vision du monde. C'est comme ça que je le prends. Et les Grecs ils distinguaient le bios de la zoé, quoi. Le bios, c'est le corps, quoi. C'est vraiment le corps. La zoé, c'est plutôt la pulsion de vie qui nous habite, qui est justement le côté sauvage, quoi. Donc il y a toujours une friction entre les deux, quoi. Toi et les politiques, ils ont toujours craint la zoé, quoi, qui peut parler d'ensauvagement. De Moscovici,
Serge Moscovici, c'était philosophe aussi, sociologue. Merci à Raphaël Jossé d'ailleurs, qui est chercheur et qui a écrit Complosphère, qui m'a parlé de ça, parce que ça m'a bien parlé, ça, domestication versus ensauvagement, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un lapsus très révélateur il n'y a pas longtemps d'Emmanuel Valls qui parlait, au lieu d'approvisionner les Français, a parlé d'apprivoiser les Français, quoi. Donc, cette notion de domestication, un petit peu, quoi. Du bétail. Et par opposition à l'ensauvagement, c'est-à-dire ce contact avec cette pulsion de vie, ce feu d'en bas, quoi, qui a d'ailleurs été traîné aussi dans l'Église, dans notre tradition religieuse, puisque voilà, c'est psychotique, quoi, c'est la pulsion de vie, donc toi, ça brûle, le feu, ça brûle. Bon, l'eau, ça pourrit, toi, nous, on est plus canalisé avec le feu d'en haut, avec l'eau, quoi. C'est un truc, peut-être ça les a arrangés, alors que des peuples comme l'Afrique, certains pays d'Afrique, toi, sont beaucoup dans cette énergie de la terre, donc du coup plus psychotique, toi. Nous, on se névrose, nous, on est triste. C'est plus facile à contrôler peut-être aussi, quoi, que des gens des guerriers qui font la guerre. Et il n'y a pas de l'un ou l'autre, hein. C'est pour ça que on reparle d'équilibre, hein. À la fin, le but de tout ça, c'est d'équilibrer les deux. On va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure de dont tu viens d'aborder. J'aimerais juste reprendre les paroles du groupe La Rumeur, les philosophes à Pierre, me semble-t-il. Oui, c'est comme ça que c'est donc intéressant pour des mecs qui ont fait des hautes études d'écrire ces textes forts avec une musique qui décape, enfin c'est du bonheur. La meilleure des polices. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. Ouais. Donc, il n'y a pas mieux que de conditionner. Pas de policier dans la rue, c'est le conditionnement psychologique et. C'est de l'ingénierie sociale. C'est l'ingénierie sociale, exactement. Et ça, je pense que les SS étaient bien au fait de ça. Et puis, c'est d'ailleurs les outils qu'utilisent nos fameux communicants, que ce soit dans le domaine de la politique, comme dans le domaine de la publicité, de toute façon, à l'heure actuelle. C'est comment vendre du temps de cerveau humain disponible. Ouais, mais à leur décharge, va-t-on gouverner 60 millions rien qu'à l'échelle d'un petit pays, toi, alors 7 milliards, je sais pas. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Tu en fais mention parce qu'il y a plein de petits noms de mouvements, d'idées, de pensées, de concepts qui sont comme ça essaimés le long pour enrichir sur le fait que des penseurs ont eu l'occasion de se pencher là-dessus, d'essayer de faire des synthèses et de regrouper des mouvements éparses comme ça que tu mets. Donc certes, il y a la carte avec la Kabbale, l'arbre de vie, mais il y a plein de petits éléments qui viennent appuyer finalement ta vision, Bertrand, à travers le livre. Et c'est la manière dont Arthur va expliquer à Pierre cette vision pour redonner sens et trouver cette magie, notamment avec l'inconscient collectif et la noosphère, parce que c'est la même chose, de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, oui. Tu nous expliques un petit peu pourquoi avoir glissé Teilhard de Chardin avec la noosphère? À quel moment c'était Justement, puisqu'on parle de l'énergie sexuelle, du contrôle, etc. Donc, je peux te lire le passage si tu veux. Bien, je me rappelle plus. Oui, Internet est un formidable aperçu de notre inconscient collectif, une matérialisation de ce que Teilhard de Chardin nommait noosphère. Et ce n'est guère surprenant que ce type de thèse prenne de l'ampleur sur le réseau. L'homme pressent quelque chose et essaie de coller une image dessus. Je te l'ai déjà dit. C'est pour ça que je préfère t'orienter vers la philosophie et ses concepts. Et je m'arrêterai là, mais là, on est vraiment dans la première journée. On est dans la philosophie, encore une fois. Donc, c'est vrai que le début est dense. Le début, souvent, surprend les lecteurs parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça parte un peu. Mais ça se fluidifie de la même façon que ça se décristallise. Après, on arrive sur la magie. C'est des choses plus poétiques, quoi. Donc il est plus simple à lire sur la fin d'ailleurs. Le livre est un peu c'est peut-être effectivement mine de rien plus simple quand on aborde la dernière étape avec le mystique ou la mystique. Ça fait plus écho au cœur. Voilà. Mais au début, on essaie de trouver des mots. Comment aborder ça? Donc de Teilhard de Chardin, noosphère. Oui, je pense que Internet
Internet, c'est une belle métaphore, une belle analogie quand même. Enfin, moi, je sais que je passe aussi du temps sur... je passe pas mal de temps sur Internet avec Facebook aussi. J'ai pas mal d'amis là-dessus. C'est assez passionnant à observer, quoi. Les gens partagent des images, des mots. La noosphère, c'est une couche qu'engloberait la Terre. Nos, c'est l'esprit un petit peu, c'est ça. Donc là ouais, c'est une autre carte encore. C'est des connexions, quoi. On est hyper connectés maintenant, on est tous connectés les uns aux autres. Par contre, on est très peu reliés, quoi. Donc c'est un peu embêtant, mais la noosphère dessine un peu cette carte, et Internet l'image bien, je trouve, dans ces nouveaux réseaux, quoi. Cette forme, on n'est plus dans la pyramide maintenant, quoi. C'est plus ça l'enjeu, quoi. On est sur un truc, le web c'est la toile d'araignée, quoi. Donc c'est cette toile qui englobe la Terre et qui reprend plus d'un point de vue schématique la même conception que la synapse dans le cerveau. En fait, tout ça, c'est l'univers et Internet. Ils ont fait une modélisation d'Internet, donc forcément, c'est grossi Internet parce que c'est que des droites qui se coupent et tout, mais ça a tendance à prendre ce côté dendrite, un petit peu de neurones, quoi, aussi d'organismes, de matérialiser une sorte de flux aussi, quoi, quelque part. Donc, on revient sur la notion du terme du biopouvoir dans cette histoire qui lui aussi reflète l'inconscient collectif. Il en fait partie, il n'en est pas séparé. Et de voir la manière dont ce dernier a conscience de la manière dont on peut justement orienter les esprits ou les enfermer, bien évidemment, pour qu'ils soient de bons consommateurs. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de très intéressant que tu nous dis avec Arthur. Le biopouvoir cherche à anesthésier notre violence intérieure qui nous amène à nous autodétruire, comme par exemple le taux de suicide qui augmente. Et ce qui est intéressant, moi qui ai fait des antennes comme ça sur les suicides dans certaines... chez Renault, il y en a eu chez Peugeot, il y en a eu dans la fonction publique. Enfin, ça a été violent à un moment donné, et ça reste violent. Toujours. Les licenciements, on n'en parle pas ou peu. Le RSI, alors, autant on parle des morts sur la route, mon Dieu, c'est pas bien, mais il y a plus de morts par suicide en France. Et les agriculteurs, c'est énorme. Qu'il y a de morts sur la route. Ouais. Et pourtant, les suicides, on n'en parle pas, on n'explique pas comment on pourrait diminuer. Ça oblige à se regarder en face, peut-être un peu, sur certains trucs. Notre société de l'inhumanité, quoi. Justement, parce que la suite de la phrase, enfin, je me rappelle un petit peu de... Parce que je suis retombé sur cette phrase-là tout à l'heure. Que voilà, on a délaissé cette violence, mais au profit Oui, comme si le biopouvoir cherchait à tout prix à anesthésier son intensité pour... au profit de cette violence structurale et inerte que l'on retrouve dans les marchés financiers, les licenciements, le stress et la perte de sécurité. La personne agressée n'a plus aucun objet contre lequel se retourner, sinon elle-même, et du coup s'autodétruit. La meilleure des polices ne porte pas d'uniforme, c'est clair. Oui, je crois que c'est un des enjeux aussi. La culpabilité est énorme. Oui, et puis même comment il y a eu un basculement, tu vois, et un exemple très révélateur que j'ai discuté sur le dernier sentier, parce que moi, ma pensée, elle évolue aussi. Au fur et à mesure que je marche, je rencontre des gens, j'apprends énormément de choses, quoi. On me faisait remarquer que sur les billets de banque, maintenant, on a toujours eu une monnaie avant avec des portraits dessinés dessus, tu vois. C'était des rois, des présidents ou même le petit prince, mais en tout cas maintenant tu as vu, c'est des ponts, c'est des infrastructures, des portes et des ponts, comme si on avait déréalisé le monde, tu vois, d'un point de vue, et avant, toi, quand tu avais un patron, tu te faisais virer, tu pouvais te mettre en colère, quoi, toi, gueuler contre un patron, mais aujourd'hui tu te fais licencier, tu n'as même plus personne sur qui gueuler, c'est le marché, c'est des ordinateurs en fait, donc des traders, mais même les traders, ils sont au service de trucs nanosecondes. Donc contre qui tu te retournes, rien, tu te fais tu te ronges de l'intérieur, quoi. Après, tu peux tomber malade. Et c'est triste, quoi. Et même dans nos outils de production, tout s'est déréalisé, quoi. Avant, l'artisan, il prenait son bout de bois, il taillait, et puis il avait une porte à la fin où il avait une statue. Aujourd'hui, c'est que des micro-tâches qu'on fait comme ça dans les usines, tu vois, les usines Apple ou quoi, où juste tu vis 4 vis toute la journée, mais t'as pas le but à la fin. Donc, tu vois, c'est des trucs complètement abrutissant, et puis ça n'a plus de sens, et puis tu te dis comment ils font, quoi. Ce qui est fort, c'est que justement d'avoir
Enfin, ce qui est fort, juste, j'entends au niveau du constat, c'est d'en voir à quel point que quand on n'a pas d'objet extérieur vers lequel se retourner, de voir qu'on en vient à cette culpabilité en disant je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'existence, je ne suis pas reconnu socialement, je n'existe pas. Aux yeux de mes retourne la enfants, de ma violence femme, sur soi, on la retourne sur soi, c'est quand même assez et terrible. comme ça arrange certains aussi, quoi. Le malheur des uns fait le bonheur Mais des bon, autres. c'est le côté un peu sulfureux politique du sentier, ouais. Il y a ce petit côté. Alors, il y a une étape qui est importante et que ceux qui marchent, qui foulent le sentier, découvrent. C'est Notre-Dame sous l'eau. Ah. Alors, j'aimerais que tu nous expliques quelle est cette église qui est assez exceptionnelle dans le décor des environs de Normandie, quoi. Comment fait-elle pour être encore debout, cette église? Ouais. C'est la plus vieille église romane de Basse-Normandie, du XIIe siècle. 11e, 11e. pour reprendre. Ouais, Ah, 11e. voilà. Autant pour moi, mais en tout cas, voilà, avant, aujourd'hui c'est Notre-Dame sur l'eau, mais pourtant c'était Notre-Dame sous l'eau, quoi. Et ça, je l'ai vérifié dans les archives, c'est vrai que c'était en 1870, je crois, enfin, ça a été renommé. Et c'est un peu un tabou, quoi, dans le coin, toi, parce que c'est à 10 km d'ici, hein, et c'est vrai que les vieux, Notre-Dame sous l'eau, non, ils veulent plus en entendre parler, quoi. Donc, tu vois, Ah, mais avec des raisons particulières ça leur évoque ouais, quelque je chose crois qu'il y a un côté païen, quoi. Tu vois, tu mets pas Notre-Dame sous l'eau, quoi. Notre-Dame, Ah elle oui, est d'accord, sur ok, l'eau, quoi. ok. Et bon, donc c'est une très vieille église qui est dans Donfront, en plus qui a été défigurée parce qu'ils en ont rasé la moitié pour faire passer une route à côté, quoi. Donc ils sont pas embêtés. Ils en ont enlevé un bout. Moi j'aime beaucoup cet endroit parce que pour moi c'est vraiment le point de départ du sentier. En fait, c'est là que tu te dis que l'interview va être longue parce que là ils viennent juste de commencer, quoi. On part de Champs Secrets parce que pour des raisons logistiques, le terme romanesque du village, et puis parce que j'habite ici maintenant, donc c'est encore plus pratique. Encore, c'est une des étapes. Il s'arrête, c'est fin de matinée, je crois. Ouais, généralement on arrive en fin de matinée. La première journée. La première journée, là. On est encore dans le hors-d'œuvre, là. On n'est pas encore dans Ouais. l'opératif. Mais en tout cas, voilà, Notre-Dame sous l'eau, j'aime bien cette idée parce qu'on arrive à Notre-Dame sous terre au Mont-Saint-Michel. Notre-Dame sous terre, c'est là que. C'est la chapelle primordiale du mont, c'est la première fondée Alors, par il y a quelque Saint-Aubert, chose que j'aimerais avoir ton l'eau, ouais. Alors, voilà, les éléments ont un rôle important. L'eau, le feu, l'air, on retrouve l'alchimie, on retrouve les éléments avec des noms particuliers. On a parlé tout à l'heure de la terre. On part de Malkout, la terre, la matière. Et on va avec Keter, okay, donc le ciel, qui est donc qui est aussi comparé à l'eau. Alors j'aimerais que tu m'expliques. Ouais, là ça se croise. Pour que les choses soient en tout cas plus ou moins claires dans mon esprit. Le feu est associé à la terre. On parle du feu d'en bas, on ne l'a pas encore tout à fait abordé, mais on le développera. Le feu, la terre, Malkout, la même chose. De l'autre opposé, on a donc Keter, qui est symbolisé par l'eau d'en haut, d'accord. J'aimerais saisir comment Notre-Dame sous terre peut être associée au Mont-Saint-Michel, qui est censé représenter Keter, et on retrouve le mot terre, et qu'à Malkout, le départ, qui est censé représenter la matière, on retrouve l'eau, qui est le miroir de Keter. Tu me suis ? Ouais. Alors voilà, après, tu vois, ça peut. Ça a travaillé. C'est pas. Je ne sais pas si tu as une réponse. Ce qui est intéressant pour moi, pourquoi l'opposition eau-terre déjà, tu vois, parce que c'est l'eau, la naissance. Quand le bébé il est dans la poche des os, dans la maman, toi, et quand il naît, la maman perd les os, on est dans l'eau, quoi. Et la terre, c'est la mort. Hein. Quand tu meurs à la fin, on te met sous terre. Et c'est ce qui fait un peu que c'est un concentré de vie, le sentier, quoi. Il y a une naissance et on dit la terre, mais c'est parce que c'était le Monton, je disais aussi, le Mont-Saint-Michel, c'est aussi cette porte entre le passage des vivants et des morts, les portes du paradis qui sont là, le chemin du paradis. Tombe, oui, d'accord. Okay. Donc, l'un et l'autre, quelque part. Naissance, mort. C'est interchangeable, initiatique. En fait. Oui, et après c'est des cycles aussi, donc ça, c'est des. Bon, on est dans le symbolisme, là, on est dans des choses, tu vois, mais qui donnent du sens, quoi. Ouais, tu vois, mais ça, c'est des choses, j'aurais voulu les inventer, j'aurais pas osé, ou je n'aurais pas trouvé, quoi. C'est le réel, vraiment, qui m'a inspiré.
inspiré ça, quoi. Je comprenais pas. Enfin, mais c'est après, si, Notre-Dame sous l'eau, bah ouais, cette naissance au sentier, cette naissance à ces 4 jours de marche, et Notre-Dame sous terre, bah, c'est la petite mort. Quand je dis mort, ça fait peur des fois, mais non, il y a aussi la petite mort initiatique. C'est le vieil homme qui meurt à l'intérieur pour laisser place à l'enfant qui va continuer sa vie. Ça t'a pas étonné quand au début on te mentionnait parce qu'on parle donc du Père, du ciel, et de l'élément eau qui est associé au ciel, et notamment avec les larmes de la Vierge. Oui, après, toi, c'est là que ça, des fois, ça peut-être ses limites aussi un petit peu, parce que toi, là, on est plutôt sur une horizontalité. Quand je te parle de l'eau et la terre, c'est plutôt la naissance et la mort. Oui, c'est vrai. Que après, quand tu es dans la verticalité, c'est plus entre l'eau et le feu, quoi. Le feu de la terre et l'eau du ciel. C'est bien vu. Mais j'ai pas placé l'air, quoi. Alors après, toi, il y aura c'est génial là aussi. J'ai adoré. Mais si, tu l'as placé dans le bouquin. Ah ouais? Ah bah oui. Le cœur. Ah bah c'est l'air. C'est celui qui associe les deux éléments, l'eau et le bas. Quelque part, oui. Et puis la respiration, c'est avec la respiration aussi qu'on modifie son rythme cardiaque, avec la cohérence cardiaque qu'on parle. Oui, ouais, donc pour oui, très bien, le bouquin est vraiment très bien. Je l'ai bien lu. C'est bien, t'as pris des notes. Excellent. Alors, et donc Arthur propose de rentrer dans cette église, Notre-Dame sous l'eau, et pour le coup, Pierre n'est pas associé spécifiquement à la tradition catholique, voit Arthur faire une prière, et regarde ça d'un œil un peu particulier, mais cependant pose des questions sur ce lieu, sur ce qu'il est censé représenter d'un point de vue symbolique. Ouais. Et cette curiosité quand même c'est un sceptique, hein. C'est la pierre, il représente la pierre dans le creuset qui va passer par toutes ces étapes, mais il y va quand même. Il y va, ouais. Bah, c'est ce qui fait un peu la différence des fois, c'est quand tu acceptes de poser tes certitudes de côté l'espace de 4 jours, d'un instant, de voir ce que l'autre a proposé, quoi. C'est là qu'on s'enrichit aussi, quoi. C'est un peu le prototype de l'initié, Pierre. Hein. C'est l'étincelle à l'intérieur de lui. Donc, après, j'ai romancé ça aussi. Et alors, j'ai essayé de faire des recoupements comme ça. Et j'avais oublié aussi un élément. Tout à l'heure, on a parlé des lignes dures, des lignes souples, des lignes de fuite. Et tu fais une analogie avec les lignes de fuite où tu les associes que les lignes de fuite sont des sources de potentialité, de futurs potentiels. Et que d'apprendre à surfer, c'est vraiment d'apprendre à surfer ces lignes de fuite, c'est apprendre à surfer tous ces futurs potentiels, c'est apprendre à être adulte, responsable dans le vrai sens du terme, parce qu'il ne s'agit pas de dire que rien ne doit être laissé au hasard, il s'agit vraiment d'être conscient de ce qui se passe dans l'instant présent, dans cet ici maintenant, de façon à repérer cet élan du cœur. Et tu fais écho, donc, encore une fois, avec ces lignes de fuite, au courant dionysiaque. Oui, ça rejoint l'ensauvagement, quoi, justement. C'est ces flux incontrôlés, quoi, que la société n'arrive pas à contrôler, quoi. Parler de flux, c'est Deleuze qui faisait cette analogie aussi avec le flux, par exemple, les hippies qui laissaient pousser leurs cheveux, quoi. D'un coup, c'était un flux de cheveux incontrôlé, toi. Il fallait les raser, alors, mais tous calibrés à la brosse. Donc, ça effraie, je pense, le biopouvoir, justement, le contrôle, quoi, qui veut contrôler parce que c'est sauvage. C'est sauvage. Et est-ce qu'on préfère domestiquer plutôt que. C'est des logiques, hein, c'est pas. À l'échelle de l'individu, on réfléchit peut-être pas pareil qu'on est à l'échelle d'un gouvernement, je sais pas. Mais je suis pour aussi peut-être réhabiliter les gens, à laisser s'exprimer un petit peu, mais de façon équilibrée, justement, ce flux de cette ligne de fuite. Parce qu'il y a dans cette idée de ligne de fuite, tu fais encore une fois de plus référence au chaos. Et puis c'est là qu'émergent les nouveautés, quoi. Toi, il y a toujours eu besoin de ces courants surgis de nulle part pour créer de la nouveauté dans nos sociétés, quoi. C'est toujours les fous, ceux qu'on disait allumés, quoi. Il fallait être allumé pour dire que la Terre tournait autour du Soleil. C'est toujours ces gens sauvages, des mecs comme Dali, tous les grands artistes, ils étaient tous un peu fous, quoi. Tu vois, et quand tu utilises le terme chaos dans le livre, tu spécifies chaos, j'entends associé à ligne de fuite, à être cet équilibriste. Chaos parce que, pas chaos dans le sens
désordonné, en fait, c'est quelque chose qui prend sens, mais en cheminant au fil du temps et en regardant derrière, et que ce chaos est source d'intensité Ouais. et non pas de désordre. Ouais. Ouais, mais c'est moi, c'est un peu ma thèse du sentier, quoi. C'est apprendre à surfer le dragon, quoi, parce que on trouve aussi cette symbolique du mont avec le dragon, quoi, qui est là, qu'il faut terrasser, il ne faut pas le tuer, il faut le terrasser, lui montrer qui est le patron, mais voilà, c'est la source de la puissance, c'est aussi c'est important, quoi, d'être relié à ce feu-là, quoi, parce que sinon on se névrose et on finit un petit peu. Pourquoi nos églises sont vides aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est parce qu'il n'y a plus cette pulsion de vie, cette joie. À la messe, c'est mortifère, quoi, malheureusement, même dans mon village, c'est 5 personnes qui sont. Enfin, si on ne change rien, dans 5 ans, il n'y a plus personne, quoi, parce qu'elles sont toutes passées de l'autre côté. Donc, c'est important de remettre de la joie, et voilà, mais pas se laisser dévorer par le dragon, parce que sinon, on tombe justement dans ces psychoses, dans ces gens, dans la folie vraiment incontrôlable, et Dans la peur. dans la peur. Donc, et la marche permet d'appréhender ça de manière pratique et harmonieuse et simple, quoi, parce qu'on sent les choses évoluer à l'intérieur de soi. On a de la joie. Le soir, on arrive après justement l'œuvre noire, la forêt du diable, justement cette forêt de la lampe pourrie, où les énergies telluriques sont très fortes, et puis l'effort, hein, même il y a beaucoup de montées, donc c'est assez intense physiquement, il y a 30 bornes à faire. Mais le soir, à l'étape, tu as une réelle joie de vivre, quoi. Les gens sont là, on boit un coup, et c'est joyeux, et en même temps c'est domestiqué, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est mortin, on est un peu mort. Ah ouais, bah Mais voilà, donc même les commerces nous apprécient là-bas, parce qu'ils voient des gens heureux, quoi, des gens joyeux, qui consomment, accessoirement, qui boivent des coups, qui sont bien, et puis le lendemain on repart pour un autre travail, et puis on reste pas, quoi. Il n'y a pas de dégradation, tu es trop fatigué pour aller brûler des bagnoles, tu as juste envie d'aller planter ta tente, et puis... Alors c'est ce que pose la question, Pierre pose la question à Arthur, il lui dit, mais à quoi ça sert tous ces concepts ? Et Arthur lui répond, il s'agit de cartographier le réel, de repérer les différents types d'intensité, de structure, de mouvement. Pour saisir, il faut s'imaginer la vie comme un flux, un mouvement. La vie qui court d'un point, la naissance, à l'autre, la mort, peut ainsi se représenter par un enchevêtrement de lignes. Il lui dit ceci, le flux, Pierre, il est ce à quoi nous sommes tous soumis. Nous pouvons y résister comme le chêne, ou y ployer comme le roseau. Il nous traverse tous, tôt ou tard, et ce sont les lignes de fuite les plus à même de lui rester fidèle. Il faut que tu réalises que ce pilier de l'équilibre, ce sentier vers le Mont-Saint-Michel que nous allons parcourir ensemble, est la manifestation d'une de ces lignes de fuite. Évanescent, fluide, en devenir et permettant l'affranchissement, il en possède toutes les caractéristiques. Vivre le présent pour rejoindre l'éternité, plaquer ses pas sur les battements de notre cœur, déplier notre vérité, être, seulement être, Pierre. Bah oui, mais là tu rentres dans la dimension vraiment politique, la proposition aussi politique du sentier, quoi, qui est vraiment, qui est assez radicale et qui est pour le coup assez initiatique pour celui qui s'intéresse à creuser dans ce que ça propose vraiment. C'est quoi ce rapport au monde, voilà. Alors justement, dans ce sens, partons, si tu le veux bien, Bertrand, puisque tu parles de chevaucher le dragon, explique-nous, tu as parlé de ligne tellurique, explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'est ce sentier qui mène au Mont-Saint-Michel, en regard d'énergie tellurique. Qu'est-ce que ça implique Je te laisse ouvert, je ne dis pas. D'un point de vue tellurique. Alors, non, excuse-moi, la question n'est pas forcément évidente. Symboliquement, je fais écho, par exemple, au dragon, à la vouivre. De quoi on parle quand on parle de ce sentier ? Moi j'ai du mal à le dire, quoi. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident de mettre des mots parce que d'une ça fiche, d'une ça exclut, voilà. Moi de moi profondément, forcément. Toi après l'avoir marché en surface et l'avoir creusé pendant 50 sentiers, toi je suis dans des strates assez profondes du truc, donc j'ai une autre lecture. Moi, je le vois comme le chemin. C'est un chemin. C'est un chemin de réhabilitation. Ça va très loin. Moi, ce que je vois, toi, d'ailleurs, c'est
Il y avait un alchimiste assez célèbre qui avait lu mon bouquin et qui l'avait bien aimé. C'est un peu grâce à lui qu'il est édité aujourd'hui, grâce à ses encouragements en tout cas. Et ben, il m'avait dit, mais une de ses premières questions par rapport au bouquin, c'est, il me fait, mais qu'est-ce que tu feras s'il y a 100 000 personnes qui viennent marcher dessus, quoi, qui viennent marcher au Mont-Saint-Michel? J'avais été pris de court et puis un peu naïvement, j'ai fait, je pense qu'on aura réussi, quoi. Parce que le mont, toi on parle beaucoup de convergence en ce moment, convergence des luttes, quoi, mais la convergence de l'être, quoi, la convergence vers du positif, quoi. On a très très peu de lieux qui permettent ça. Et le Mont Saint-Michel est vecteur de ça parce que c'est, même symboliquement, tu vois, l'archange Saint-Michel, il est présent dans les 3 religions du livre, quoi. Donc, c'est-à-dire, il est dans la Torah, là, il est dans la Bible et il est aussi dans le Coran, quoi. Donc, tu vois, des lieux quand on n'arrête pas de se déchirer sur nos guerres de religion, moi, le sentier, c'est un exemple concret, tu vois, où on a des gens de toutes les religions qui sont venus au sein de même groupe, quoi. Mais quand je dis toutes les religions, c'est que j'ai aussi eu des chamans, des sorcières, des francs-maçons, des rose-croix, des athées, des randonneurs, des mères de famille, des enfants de 6 ans, des papis de 79 ans, ma femme, mon fils, ma mère, enfin, et des gens voilà, tout, mais qui d'un coup convergent vers quelque chose, tu vois, où on va vers l'être. Donc, toi, notre personnalité, on s'en fout, quoi. La question de savoir ce qu'on fait dans la vie, des fois, on se la pose même pas sur le sentier, quoi. C'est juste la présence, être là dans l'être. Donc, moi, je trouve que c'est un super beau projet, toi, même pour notre société, toi qui en ce moment cherche du sens et perd le réenchantement, et c'est plus. Alors, c'est très utopique, toi. S'il y a un politique qui entend ça, il va dire bon, mais pourquoi pas, toi, les pèlerinages, ça a toujours été initiatique dans l'Occident. Avant, on envoyait l'alchimiste, son disciple, il ne savait pas comment faire, il disait va marcher, hop. Ouais, bah oui, rite de passage. C'est ce qu'on retrouve, c'est une sorte de rite de passage, de format. 4 jours, et puis même s'il y a une dimension subversive par rapport au biopouvoir, au contrôle et tout, bon, mais c'est une partie qui est malade de notre monde politique aussi. Donc, toi, peut-être de refaire un peu confiance à l'humain, et le sentier permet ça, quoi. C'est-à-dire en 4 jours d'expérimenter une ligne de fuite de façon relativement sécuritaire, quoi, mais d'initier les gens à ça, toi. C'est un rapport équilibré. Moi, je ne fais pas de la survie. On n'est pas dans la survie douce, quoi. Je ne propose pas aux gens de partir avec des pots de bêtes et puis de chasser à l'arc. Non, moi, j'ai un rapport harmonieux. C'est-à-dire qu'on arrive dans les villages, le soir, on consomme, on rigole. Y a pas... Ça pourrait tourner comme ça, le monde, toi. Et Chant Secret se réveille aussi avec ça, parce que les pèlerins qui arrivent, toi, là, on a vu tout à l'heure Laurent qui va reprendre des mystiers, un jeune, quoi. Les jeunes reviennent parce qu'ils se disent, bah oui, tiens, il y a un mouvement, il y a un souffle, on est bien là. Plutôt que de vouloir révolutionner, voilà, toi, des trucs à grande échelle, toi, moi je suis micropolitique, toi déjà, on fait revivre le village, on fait comme dit Patrick Baronnet, un acte politique, faire pousser ses salades. Ouais, et marcher c'est politique aussi. Alors, c'est vrai que c'est radical des fois, parce qu'on lutte contre certaines forces qui sont là, peut-être voudront bien on entendre. fait tous partie de la cité, chaque acte que l'on fait dans notre quotidien, qu'on se croit politique ou apolitique, c'est un acte politique, c'est un acte qui entraîne des responsabilités derrière, qui a des conséquences sur sa vie, mais aussi sur celle des autres, qu'on en ait conscience ou non. Donc tout est un agencement, un impact sur cet agencement. Mais des fois c'est délicat pour moi d'aborder ça, parce que ça, je me sens pas forcément l'âme d'un révolutionnaire. Enfin, toi, j'irais pas reprendre. Non, mais même, ouais, mais des fois la politique, toi, c'est fort parce que tu as des forces puissantes en face aussi qui s'opposent à ça. Des fois, tu vois. Comme Coluche, ouais. Je vais faire marrer, voilà. Bah ouais, toi, mais c'était à la fin, c'était dur. Il a morflé, quoi, toi. Ouais, est-ce que moi, est-ce que c'est un karma après? Il faut pouvoir encaisser le. En tout cas, si tu trouves ta joie là, après ce qui pourra en découler. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'un devenir. De toute façon, c'est là, j'aime bien marcher. Mais c'est parce que tu me demandais qu'est-ce que j'y vois profondément, toi. Donc si je te posais la question en même temps, c'est intéressant que tu aies répondu comme ça. C'est vrai que la question était très ouverte. Et en même temps, quand je te dis, bon, le dragon, en fait, tu as redécouvert que ce chemin, qui est donc le chemin du paradis, appelé comme tel au Moyen-Âge, et je précise en même temps un autre élément, c'est que tu l'as mentionné chez les Celtes, voire peut-être même avant, antédiluviens, en haut du mont se trouvait un menhir, avec un trou, un puits qui était creusé. Quand on voit ce chemin, ce sentier, on parle d'un chemin
cosmotellurique ou tellurique. Et pourquoi l'associer au serpent? Pourquoi l'associer à la vouivre? Pourquoi l'associer au feu? Ça, c'est symbolique. On a toujours symbolisé les énergies de la Terre par le serpent, un petit peu, quoi, par le feu. Et le dragon, c'est ça, c'est un serpent qui crache du feu aussi, quoi. Et on marche sur son échine? Ouais, on marche, ouais, on dit qu'on marche sur le dragon, un petit peu, ouais. C'est sur Compostelle aussi, on dit ça. On a la Voie lactée au-dessus de nos têtes et les veines du dragon, on appelle ça dans l'hermétisme. C'est des jolis mots. Enfin, moi, je trouve ça me Et parle. à ton avis, pourquoi l'avoir associé au feu? Justement, parce que c'est ce qu'on disait, toi, c'est psychotique, c'est la pulsion de vie, c'est le feu, quoi. Trop de feu, ça brûle, ça consume, quoi. Le feu, ça a trois vertus, quoi. Le feu, ça éclaire, le feu, ça réchauffe, et le feu, ça purifie, quoi, par contre, toi. Et purification par le feu, ça crame, quoi. Donc le feu, c'est ça, l'énergie de la vouivre, ça passe par les centres énergétiques, ça passe par le bas, donc tu vois, les chakras racines, des choses comme ça, si on parle en termes d'ésotérisme. Donc c'est ça qui... Mais c'est aussi les centres de la joie, c'est aussi des centres importants, donc il faut important de savoir la laisser monter aussi, cette Kundalini à l'intérieur de soi, quoi. Mais toi, comme on parle souvent des récits de Kundalini, des éveils de Kundalini bancal, où d'un coup les mecs deviennent un peu psychotiques, c'est ça, quoi, c'est la montée des serpents, là, dans le cas du Cédhermès. Alors qu'est-ce qu'il incarne, puisqu'on parle de Saint-Michel, et qu'il a cette épée, et qu'il est assis, ou on dit qu'il terrasse le dragon, ou le diable en l'occurrence. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Après ça dépend des représentations, mais il est plus question d'un dragon, ouais, le diable. Mais quoique, oui, parce qu'il terrasse le mal, il protège du mal, quoi. Saint-Michel, c'est défends-nous, quoi. C'est de ton épée, défends-nous, de tes ailes, abrite-nous, et de ta lumière, éclaire-nous, quoi. Il défend, il protège, il éclaire. Oui, c'est le chef des anges. C'est le chef de la milice. C'est le symbole de la France. Oui, il a une épée et il le terrasse, son dragon, mais il le garde en vie. Il le garde en vie, mais il lui fait, ok. C'est une danse, hein, c'est les deux. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de Saint-Michel. Hein, il n'y a pas de Saint-Michel, il n'y a pas de dragon. Donc et en même temps, c'est un des trucs les plus proches de Dieu, quoi. Parce que Saint-Michel, la devise de Saint-Michel, quand on arrive dans l'église ou Saint-Michel, c'est Qui sunt Deus. C'est qui est comme Dieu, point d'interrogation, quoi. Ça, j'ai mis du temps à comprendre, quoi. Jusqu'à comprendre, en fait, c'était deux interprétations, quoi. Mais il y en a une, il dit ça dans le sens, c'est qui le boss, quoi. Qui sunt Deus, toi, il regarde. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu, c'est toi ou c'est moi, hein, c'est qui le patron? Ok, il le remet à sa place, quoi. Et après, notre interprétation qui est intéressante, c'est ce point d'interrogation, juste ce point d'interrogation qui est le mystère, quoi. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans le sentier. Pourquoi je l'ai fait 50 fois, c'est aussi parce que je marche vers le mystère. Je marche pas vers... c'est une ligne de fuite évanescente, presque, tu vois. C'est à l'image, quand tu arrives dans la baie, toi, tu n'as plus de chemin devant toi, quoi. C'est à toi de tracer ton chemin. La baie s'ouvre à toi, tu vas slalomer, mais tu n'as pas une route tracée en bitume encore pour y aller, quoi. Il faut faire de la navigation. Et ben le Mont Saint-Michel, ce point d'interrogation, c'est un peu ça, ça symbolise aussi, c'est ce devenir, quoi, tu vois. Et j'y vais toujours parce que Mont Saint-Michel m'apporte quelque part, c'est pas tant une réponse qu'une question, quoi, une interrogation par rapport à moi-même, quoi. Et moi aussi, toi, Qui sunt Deus. C'est beau ce que tu dis là. Merci. Et en même temps, c'est ce que tu mets dans le bouquin, je rajoute de l'eau à ton moulin, c'est le feu d'en bas qui veut rejoindre le feu d'en haut, et le feu d'en haut qui veut rejoindre le feu d'en bas. Il faut les deux, mais là on arrive à la fin du bouquin, mais il y a cette idée de noce alchimique, la chrysopée, c'est quoi? C'est la rencontre de l'eau et du feu, quoi. Et où est le point d'équilibre? C'est dans le cœur, quoi. Donc laisser monter le feu du dragon jusque dans le cœur pour lui donner de la puissance, l'intensité, quoi. Et accueillir les larmes de la Vierge, cette grâce qui nous traverse pour allumer le cœur. Et après, c'est vrai que même pour les hermétistes, toi, et là, il se passe quelque chose au niveau de l'ouverture du cœur, c'est le thymus, quoi, hein, pour les glandes endocrines assez inconnues, quoi. Mais dans les traditions rosicruciennes, par exemple, on dit que ça délivre l'hormone christique, quoi, qui vient ensuite, par un jeu de va-et-vient, décalcifier ta glande pinéale. Et pourquoi le Christ n'a qu'un message? Quand tu le vois, il est comme ça, le Christ miséricordieux, il a le cœur grand ouvert qui rayonne, il le pointe, et voilà, quoi. Après, ça éveille la glande pinéale, c'est la lumière, en fait, toi, la vraie lumière, le feu, parce que ça te rend compte du feu d'en bas, du feu d'en haut, ça génère le feu secret, quoi. Toi, on va pas spoiler, quoi, mais c'est quoi le feu secret? C'est la lumière, quoi, pour moi. C'est ça, c'est ce qui se réveille à l'intérieur de toi, l'illumination qui fait que, intérieur, extérieur, la frontière s'efface, et t'es dans l'instant présent,
Et c'est un devenir, c'est accueillir les deux et pas juger. Accueillir l'un, et de la même façon, pas juger non plus ce truc c'est l'arme qui nous traverse des fois de grâce, parce que l'amour fait pleurer, toi, c'est aussi c'est le paradoxe de l'amour, quoi, qui est à la fois profondément merveilleux et en même temps émouvant et triste, et c'est un mélange de plein de choses quand tu es amoureux, parce que tout est éphémère, quoi. Toi, moi je reprends mes enfants dans mes bras, des fois toi j'en pleure, quoi, parce que je sais que je suis pas éternel, et que cette grâce que j'ai de sentir leur chair, sentir leur odeur, toi ça me sera enlevé un jour, parce que c'est un voyage qu'on fait là, et il faut pouvoir donc c'est de l'amour, et puis c'est triste, c'est beau à la fois, et puis mais avec le feu, voilà. Après c'est ce qui te permet de marcher, quoi, plutôt que de rester posé dans une grotte tout seul voilà, moi j'aime bien cette rencontre des deux, parce que ça crée le mouvement, ça crée des communautés, ça crée des copains, et on avance ensemble. Ce qui, une caractéristique du Mont Saint-Michel, on parlait tout à l'heure 8e merveille du monde, pour l'interrogation. En tout cas, il y en a qui ne s'y trompent pas et ont mentionné comme quoi, finalement, ça soit chez les politiciens, comme bon nombre de gens de culture, l'art des séphirotes, c'est le b.a.-ba, hein, c'est une certaine forme de grille de lecture que tous ces gens-là connaissent, comment cette dernière fonctionne et qu'est-ce que peut représenter symboliquement, voire bien plus que symboliquement, concrètement, certains lieux comme le Mont Saint-Michel. Pour preuve, tu le mets dans le livre, et je l'avais noté aussi le jour où Sarkozy a été élu, peut-être pas le jour, mais quelques jours après peut-être. À l'investiture à la présidence. Ouais, où il avait parlé du Mont Saint-Michel. Il avait fait écho et référence en disant que le Mont Saint-Michel était l'équivalent de la pyramide pour nous en France, la pyramide de Gizeh. Ah, ça c'est Victor Hugo, ça, qui avait dit ça. C'est Victor Hugo, mais Sarkozy s'est rendu sur le lieu de Mont-Saint-Michel quand il a voulu se déclarer président de la République. Il a fait son discours officiel là-bas, et Victor Hugo lui disait le Mont-Saint-Michel est à la France que la Grande Pyramide est à l'Égypte. Ouais. D'accord. Parce qu'on retrouve les mêmes proportions aussi un petit peu. C'est vrai que de loin, le mont, c'est une pyramide. Plus tu t'en rapproches, et puis avec Notre-Dame sous terre, tu retrouves Comment un il a peu... été construit en plus. Mais c'est un lieu initiatique, quoi, toi. Enfin, après, il y en a qui disent... Enfin, plus personne, il y a plus grand monde qui croit que la Grande Pyramide était un tombeau, je crois. Que ça commence à être un peu... Ouais. Mais on veut jouer heurter personne, peut-être. C'est rien. Mais à mon sens... Voilà, chacun ses croyances. Voilà. Et de l'autre côté, de constater que Sarkozy, une fois élu, est parti en Égypte. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, non, après, tu vois, c'est libre cours. Après, c'est du pain béni pour les romanciers. Et puis ceux qui ont envie d'écrire des complots, quoi. Ouais, forcément. Parce que c'est toujours... mais puisque nos aïeux savaient, et apparemment de tout temps, qu'il y a certains endroits sur Terre bien particuliers, bien spécifiques, parce que, je ne sais pas, certains pourraient les appeler soit des vortex, des points de ou des colonnes, qui justement connectent cette eau d'en haut et ce feu d'en bas. Et qui a ce tube, cette colonne là, qui est incarnée par l'archange. Et dans ce sens-là, cette énergie nous permet de nous redresser, de nous réaligner, de polir notre sphère. Et on va le voir comment ça se passe avec... qu'est-ce que symbolise la sphère, ça sera dans la troisième partie de cette émission. Comment on peut la polir, comment on peut faire ces fameux passages initiatiques, comment le sentier lui-même opère concrètement dans cet ouvrage, dans notre creuset, qui est assimilé au corps pour le coup. Et on fait écho sur notre histoire, sur ces fameuses églises, cathédrales qui ont été construites en France et partout ailleurs dans le monde, et qui ont été placées à des endroits où se tenaient des menhirs, des dolmens. Donc c'est comme des aiguilles d'acupuncture qui avaient été placées, et la culture change. Ok, la religion judéo-chrétienne s'empare de ces lieux païens, les transforme, mais en gardant la connaissance de ce qui passait à cet endroit-là d'un point de vue énergétique pour l'associer à un dogme. Les hermétistes ont gardé cette connaissance. L'Église en elle-même, je ne sais pas, enfin, peut-être sûrement au Vatican, tout ça, mais oui, en tout cas, les imagiers du Moyen-Âge, ceux qui ont construit les cathédrales, qu'à voir toute la symbolique alchimique, quoi, ils savaient
Pour les orienter à quelques degrés. Quand tu vois Chartres, oui, voilà. des fois c'est même pas est-ouest, quoi, d'un Voilà. coup, pourquoi enfin, c'est le voyage alchimique de Patrick Bernstein, qui résume bien La situation. la situation. Enfin, c'est une bonne porte d'entrée vers ça, mais bon, autant lire Fulcanelli directement dans le texte, hein, philosophal. Donc, ce feu, à la base, quand il sort de terre, il peut être chaotique. C'est le cas, par exemple, sur le mont Tomblaine. Bah oui, qu'on appelait. Parce qu'il faut voir que le mont Saint-Michel est apparu, il y a eu 3 monts qui sont apparus. C'était, il y a, je sais pas, quelques milliards d'années, millions, je sais plus, j'ai noté dans le bouquin, mais il y a eu 3 monts. Donc il y a eu le mont Tombe, qui est devenu le mont Saint-Michel, il y a eu le mont Dol, qui est en Bretagne, où il y a encore le menhir, là. Il y a encore? Ouais, on peut aller le voir, c'est un endroit très particulier aussi. Et le mont Tomblaine, tout ça, c'est issu de la même poussée magmatique, en fait. Donc, toi, ça connecte très profondément à la Terre. Okay, enfin, c'est très profond, ça va jusqu'au magma. Et Tomblaine, au Moyen-Âge, on l'appelait le pic de la folie, quoi. Ça a attesté dans les livres aussi d'histoire, quoi. Et parce que les moines qui allaient là-bas, à l'époque, ils revenaient fous, quoi. Ils revenaient fous. Et une fois, j'ai assisté à une procession aussi pour aller jusqu'à Tomblaine avec l'abbaye... la fraternité monastique de Jérusalem qui s'occupe de l'abbaye là-haut, et c'est vrai que c'était mission commando, t'as l'impression, avec le portrait de la Vierge, et puis on priait tout le temps, et tac, et c'est pas anodin. Après, voilà, c'est le feu d'en bas, quoi. Toi, c'est le feu des sorciers, c'est le feu de la puissance, c'est le feu de Castaneda, c'est tous ces trucs lesquels tu joues, tu peux te brûler les ailes. Tu veux jouer avec. Après, moi, ce que j'aime dans le Mont Saint-Michel, toi, c'est qu'il y a aussi ce feu d'en haut, et puis que Saint-Michel, il est là avec sa balance, et toi, il équilibre. Il équilibre ça, donc c'est une façon harmonieuse de rentrer dedans. Quête de la puissance, la canaliser. La canaliser pour pas péter un pont, quoi. Et la structure de l'abbaye permet ça en elle-même. Je pense que tout est organisé autour de ça. Et puis le travail de prière aussi de la fraternité, quoi, qui tous les jours prie au lever du soleil pour le monde entier, quoi. Quand tu vois le soleil se lever sur le mont, au Laude, tu te dis c'est le jour qui se lève sur le monde à chaque fois. Ça. Et donc on comprend mieux aussi pourquoi, parce que même encore aujourd'hui, bon, de plus en plus, heureusement, on explique qu'est-ce que pouvaient représenter ces vierges noires, justement, et que... Oui, dans tous les... Oui, c'est vrai, il y a quelques cathédrales, Chartres, il y en avait une, il y en a une pas très loin à Douvres, la Délivrande. Souvent, c'est justement les énergies de la Terre, quoi, qui sont là, quoi. C'est des lieux d'initiation, quoi. C'est des lieux terre-mer, quoi. C'est Notre-Dame sous terre. Notre-Dame sous terre, ouais. D'où la Vierge Noire. Donc, qui était une prise de conscience ou un message, caché ou pas, peut-être entre initiés, pour savoir qu'à cet endroit-là, l'énergie du feu d'en bas sortait. Donc ça purifie, quoi, ça purifie. Ça brûle, ce que tu disais, le feu, ça éclaire, ça réchauffe et ça brûle, quoi, ça purifie. Donc voilà, c'est des lieux... mais toi, au Mont-Saint-Michel, j'évite de rester trop... Enfin, déjà, quand on arrive au mont, toi, que ça soit clair, toi, moi, après, c'est temps libre, quoi. Je ne suis pas du tout conférencier, je n'organise pas de visite du Mont-Saint-Michel. Toi, pour moi, c'est le sentier, quoi. Après, sur place, chacun fait ce qu'il veut. Et, s'il veut aller manger une pizza ou s'il veut aller se promener dans l'abbaye, c'est son choix. Mais l'été, juillet-août, c'est vrai que Notre-Dame sous terre est ouvert au public, quoi. Et des fois, il y a eu des lecteurs de mon bouquin, toi, justement un peu sorciers, parce que comme le bouquin surfe sur ces deux feux, toi, j'ai aussi bien des gens, des scouts ou des gens de... Bon, chez Feu d'en haut qui viennent, que des fois des vampirismes, des sorciers, des chamans, tu sais pas toutes les intentions des gens quand ils viennent marcher, quoi. Il y a une quête de pouvoir, des fois, de puissance, ouais. Toi, ils se disent, tiens, parce qu'on a eu des pétages de plomb, des fois, notamment. Mais c'est ça, c'est les gens qui rentrent dans le monde et puis qui se disent, je vais me mettre à Notre-Dame sous terre et puis je vais prendre, toi, canaliser la puissance, quoi. Mais les mecs, après, ils rentrent, ils sortent de là, ils sont super mal, quoi. Super mal parce que c'est pas des lieux très agréables à vivre au quotidien, quoi. En tout cas, tu peux pas encaisser très longtemps ça, quoi. Parce qu'après, ça va te faire mal au bide, ça va te faire peur. Il y a des habitants qui vivent à l'année Ouais. Enfin, après, je peux pas me faire des nids au mont. Ouais, il y a des commerçants. Moines. Enfin, il y a des commerçants en bas du mont. Parce que toi, c'est tout le lieu aussi, toi. Moi, je suis pas hyper... Bon, il y en a qui disent qu'il faut se mettre à tel pied, sur telle pierre précisément. Bon, moi, je vois le lieu comme un ensemble qui est là. Mais quand... Bon, les commerçants du mont, il y a des très belles personnes. Et il y en a que ça énerve un peu le mont, quoi. Tu sens bien que ça part vite en embrouille un petit peu, quoi. Il y a eu des grèves là l'autre fois, c'est vrai que j'entendais, wow, ils se fritent.
Parce que c'est énervant, en plus cet afflux de touristes qui est là, toi, tout le temps, des millions de personnes, c'est très fatigant. Et puis bon, les moines, eux, ils sont protégés parce que bon, ils sont déracinés, eux, hein. Ils sont hop, vœu de silence, la, la toile de jute sur, c'est très beau à voir. Et puis c'est un très beau travail. J'ai profondément beaucoup de respect pour ce qu'ils font parce que pour avoir vécu un petit peu pendant une semaine avec eux, participer aux offices avec eux, c'est un travail monstrueux, quoi. Quand les gens ils réalisent pas, quoi. Toi, mais de se lever à 4 heures tous les matins, à 5 heures pour aller prier, après ils rentrent, faut faire l'avitaillement, toi, faire les courses au Mont-Saint-Michel, c'est pas comme aller chez Shopee, quoi. Faut les acheter, faut les remonter, les petits paniers, les voitures, et puis après ils font hop la messe de midi, et puis après ils refont l'artisanat, et puis il faut préparer la messe du soir, et puis il y a Pâques qui arrive, et puis après c'est Noël, et puis toi c'est un truc, c'est donc ouais, et puis dans le silence en plus. Donc toi, c'est. Qu'est-ce que tu crois qu'il, enfin pour toi, vu la compréhension que tu as et de la manière dont on l'exprime là, l'explique en tout cas là, durant l'émission, qu'est-ce que tu crois quel est leur rôle à eux, à ces moines? Moi, je les vois, c'est les gardiens du temple, quoi. Pour moi, c'est eux qui font moi le travail que j'aimerais faire, mais que je peux pas par mon quotidien. Toi, moi, j'aimerais pouvoir tenir mon pub aussi bien qu'ils tiennent leur abbaye, quoi. Toi, vraiment avec un travail de prière, et je le fais à la mesure de mes moyens, quoi. Mais eux, c'est des professionnels du truc, quoi. Donc, et puis, ils sont pas payés pour ça, mais c'est leur taf et ils le font bien. Mis à part, peut-être des fois, ce manque de joie. Que même eux, j'aimerais leur insuffler ça. Leur dire, des fois, j'aimerais leur dire, venez marcher aussi. Mais voilà, c'est un karma, c'est aussi leur mission, c'est un sacerdoce, ils l'ont accepté. Merci à eux, quoi. C'est pas facile. Et à travers la Vierge Noire. Et en même temps, ils ont une joie, quand je dis c'est pas facile, mais paradoxalement, c'est quand même des gens très rayonnants, donc ils trichent pas non plus, quoi. Je pense que tu pourrais pas tricher, quoi. De toute façon, au bout d'un an, tu arrêterais si t'es pas nourri de l'intérieur. Donc la Vierge Noire fait aussi écho à la terre d'Égypte, la terre de Kémi, Al-Kémi. On retrouve encore une fois cette idée de l'alchimie. Et d'ailleurs, quand on est le matin, on assiste au laude avec les moines et les nonnes, on voit à quel point toute la décoration, on retrouve ces trois couleurs, noir, blanc, rouge. L'alchimie est omniprésente et on voit à quel point ce corps de cette abbaye est comme un instrument de musique, ça rayonne, c'est impressionnant, c'est magnifique. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion, c'est tôt le matin, mais c'est magique. C'est magique. D'autres petits. Et puis ça clôture bien le sentier aussi pour moi. C'est vraiment la belle cérémonie, parce que justement on termine sur cette goutte de la grâce du feu d'en haut, quoi, toi, qui l'arme de la Vierge voilà, aussi appelée. Je préfère, ouais, c'est vrai que je préfère. Enfin, j'ai plus d'émotion que quelqu'un enfin, moi personnellement, toi, je préfère ressentir ça en tout cas, toi, de me retrouver à genoux par terre avec l'arme de grâce que d'être sorcier à voler sur un balai en jetant des sorts aux gens. Quoi, toi. Oui, mais après, il faut les deux, sûr, il faut aussi des gardiens. Il faut qu'il y ait des sorciers aussi, parce qu'il y a des sauvages qui veulent détruire la planète aussi. Bon. Le feu d'en haut, tu nous dis donc, c'est une énergie aquatique. On l'a dit, c'est l'eau. C'est l'arme de la Vierge. C'est une Vierge dans certaines églises qui foule un serpent. Donc on a d'un côté l'eau, le ciel, mais aussi l'eau, ça a trait au magnétisme, c'est ce que tu nous dis dans le livre. Ouais. Le feu d'en bas, la terre, donc c'est l'électricité. Ce qui est aussi intéressant dans l'électricité et dans le magnétisme, c'est que c'est ces deux courants qui traversent l'homme. C'est pour ça que notamment... Un champ électromagnétique autour de l'homme. On a ça. On a aussi ce tor, cette forme de tor. Donc là, on retrouve... cosmotellurique, quoi. C'est ce côté cosmotellurique de l'humain, quoi. À la croisée des éléments. À la croisée des éléments. Tu nous dis l'homme est une antenne entre ciel et terre, et c'est lui qui est l'intercesseur entre ces deux énergies. Et c'est aussi dans la symbolique, on la retrouve, la forme de l'ADN, avec ce courant spiralé que l'on peut voir, qui accueille... Oui, mais ça, la nature est fractale, quoi, je pense, à toutes les échelles. Même le corps humain, tu le débarrasses de tout ce qui n'est pas nécessaire, tu enlèves les jambes, tu restes un tronc cérébral, c'est une antenne, quoi. Et tu nous dis donc que c'est vraiment dans le cœur que se joignent justement ces deux courants, et qu'on peut le mettre dans
dans la matière, dans ce plan horizontal que nous donne la croix. Oui, c'est ça, c'est tout le l'art. croisement entre la verticalité et l'horizontalité. C'est ce qui est marrant avec le plan du livre du sentier, c'est-à-dire que là où ça se croise entre les 4 jours de marche sur l'horizontalité et les 4 jours d'anabase sur la verticalité, c'est antifrette, et tifrette, c'est le cœur, quoi. Et c'est là que chez les rose-croix, la rose s'ouvre et la rose est dans la croix, quoi. Et le deuxième jour, justement, ça va être l'objectif de se rendre vers Tifrette. Voilà. Semble-t-il. C'est ça, oui. Je ne vais pas dire de bêtises. Le deuxième jour, c'est de Yesod à Tifrette, effectivement. Et là qui pour tombe aller au amoureux. cœur. Bien vu. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie. Je vous rappelle quand même Bertrand Leroy, auteur de La porte mystérieuse du Mont Saint-Michel. C'est aux éditions Pascal Gallaudet. À tout de suite.